Bismillah. Bonjour. Je suis le professeur Bahbour, je suis neurologue, je travaille à l'hôpital Aïtidir à Alger. Je vais vous parler aujourd'hui des céphalées. Bien évidemment, nous n'allons pas aborder toutes les céphalées, elles sont nombreuses, comme vous le savez. Nous allons surtout nous focaliser sur les céphalées aiguës récentes. Je pense qu'il est important de les connaître car vous serez amené tôt ou tard à rencontrer au sein de votre consultation aux urgences des patients qui vont souffrir de céphalées récentes inhabituelles. Et c'est à vous, justement, de rechercher les signes et les indices qui vont vous permettre de faire un diagnostic et aussi de prendre en charge ces patients dans le cadre de l'urgence. La céphalée, c'est un symptôme clinique qui est fréquemment rapporté dans la population générale et il va donc être un motif de consultation assez fréquent en médecine générale. La céphalée, c'est également un motif fréquent en consultation au niveau des salles des urgences. D'ailleurs, vous allez ce motif de consultation, il a une fréquence de 2 à 5 %. Donc, c'est pas rien, c'est pas négligeable. Euh, les céphalées constituent un défi de taille lorsqu'il s'agit d'établir un diagnostic précis, car la difficulté principale en cas de céphalée, c'est justement de caractériser le symptôme céphalée. La céphalée, c'est un symptôme. Et ce symptôme-là, je dois le faire correspondre à un diagnostic bien précis. Car la céphalée, elle va entrer dans un tableau clinique de nombreuses pathologies. Ça peut aller de la plus bénigne à la plus grave, pouvant mettre en jeu le pronostic vital du patient, et ceci à court terme. Donc, la prise en charge doit être rapide et adaptée. Les causes des céphalées sont multiples, elles sont plus d'une centaine, si ce n'est pas plus. Et donc, nous ne pourrons pas les prendre en charge de façon uniforme. En présence d'une céphalée, vous avez 3 points. Nous avons 3 points, enfin je pense qu'il y a 3 points qui nous paraissent assez importants. D'abord, il faut reconnaître le type clinique et étiologique du cas présent par un interrogatoire et aussi par un examen neurologique et général complet. La deuxième des choses, le deuxième point important, serait de discuter de l'opportunité d'un scanner cérébral. Quand est-ce que je vais demander un scanner cérébral? Et là, je suis entre un dilemme. J'ai 2 problèmes. D'une part, j'ai peur, j'ai la crainte de méconnaître une cause organique, cérébrale, je vais passer à côté d'une cause, et d'autre part, si je pratique un scanner et ce sera un examen coûteux et abusif. Par exemple, le scanner n'est pas indiqué en cas de migraine typique. Le diagnostic, il est clinique. Donc, pourquoi faire un examen qui coûte cher pour le malade et aussi pour la santé? Le troisième point serait de prescrire un traitement adapté qui soit symptomatique ou parfois étiologique. Il faut bien soulager le patient. Au cours de cette présentation, nous allons surtout nous atteler à définir les pathologies les plus fréquemment rencontrées par le clinicien et surtout l'urgentiste au niveau des urgences, et ceci en termes de sémiologie ou de traitement. L'objectif étant d'aider le médecin de premier recours, celui qui travaille au niveau des urgences, c'est à lui d'identifier une céphalée secondaire qui va justifier un transfert vers un centre d'urgence équipé pour un diagnostic rapide et une prise en charge multidisciplinaire. Donc, vous pouvez être en face de 3 situations. La première, il s'agit d'une céphalée aiguë, dont la cause, elle est évidente. Il s'agit soit d'un syndrome grippal ou d'un traumatisme crânien. Donc là, c'est clair. La deuxième situation, il s'agit d'une céphalée aiguë, mais la nature et le type de la céphalée sont connus du patient. Il est migraineux, il vient de faire un accès de migraine. Par contre, en cas de la troisième situation, là, c'est peut-être une céphalée aiguë, mais elle est inexpliquée, elle est inhabituelle. Là, l'enquête étiologique doit être la plus minutieuse. Pourquoi? Eh bien parce que les causes possibles sont très variables. Donc, quelles sont les céphalées en salle d'urgence? Donc, vous êtes en présence d'un patient qui consulte dans le cas de l'urgence pour une céphalée. Donc, pour vous, d'après vous, qu'est-ce qui peut faire mal à la tête? Donc, on se pose tous la question, il souffre de céphalée, qu'est-ce qu'il a?
Eh bien, tout sauf le cerveau. Je m'explique. Donc, les structures douloureuses qui sont à l'origine de la douleur de la céphalée, elles sont soit endocrâniennes, donc situées à l'intérieur du crâne, ou bien exocrâniennes. Pour celles qui sont d'origine endocrânienne, les structures impliquées seraient la dure-mère de la base du crâne, seraient les artères telles que les carotides et vertébrales, mais aussi les artères méningées, les veines avec les sinus veineux, le nerf trijumeau avec sa branche sensitive. Surtout, ce nerf trijumeau joue un rôle très important. C'est lui qui va acheminer le message douloureux vers le cerveau. Et aussi les structures exocrâniennes. Là, vous avez les teguments de la face et du crâne. Vous avez ici les muqueuses des sinus de la face, les globes oculaires, on verra plus tard les céphalées générales, et aussi quand vous avez un problème, quand le patient a un problème au niveau des oreilles avec des otites, ou bien carrément l'articulation temporomandibulaire, ou un problème au niveau des dents qui peut donner également des céphalées, pourquoi pas. Donc, en fin de compte, tout peut faire mal à la tête. Donc, il peut s'agir d'une inflammation dans le cas d'une méningite, d'une migraine, il peut s'agir d'un saignement méningé. Quand c'est les vaisseaux qui sont impliqués dans le cas d'un accident vasculaire cérébral, et également quand c'est un problème au niveau des artères cervicales, une étiologie de dissection. En cas de vascularite, donc une inflammation des vaisseaux, comme le cas de la maladie de Horton chez le sujet âgé, quand il y a de la pression, une hyperpression au niveau intracrânien, quand il y a de l'hydrocéphalie, en cas de souffrance d'un nerf sensitif, on verra plus tard la névralgie du trijumeau. Il peut s'agir également d'une inflammation des sinus, pouvant donner un tableau de sinusite, ça peut être un glaucome. Donc, toutes ces céphalées, quand vous voyez, elles sont variées et multiples. Donc, quelle est ma démarche diagnostique? Donc, au niveau des urgences, comment je dois différencier toutes ces céphalées? Je dois adopter une démarche diagnostique. Le but, c'est de différencier justement les céphalées récentes des céphalées chroniques. Je dois les classifier. Quelles sont les céphalées primaires, type migraine, céphalée de tension? Quelles sont les céphalées secondaires? Et c'est là où je vais m'attarder sur ces céphalées-là. Et je dois faire le diagnostic différentiel et aussi, surtout, soulager le patient et le traiter. Donc ici, comment reconnaître cette céphalée au niveau des urgences avec cette démarche diagnostique? Donc là, l'urgentiste doit aborder 4 items en face du patient céphalalgique. Donc, il va lui demander quel est le mode d'installation, quelles sont les circonstances d'apparition de cette céphalée, quel est le profil évolutif, comment elle évolue cette céphalée, est-ce qu'elle se calme, elle reprend, est-ce qu'elle est continue, est-ce qu'il y a des paroxysmes, et surtout, rechercher les symptômes associés. Donc, l'urgentiste, le médecin de premier recours au niveau des urgences, il va poser 4 questions. Donc, les 4 questions à poser, à partir de ces questions-là, j'aurai des réponses qui vont me déterminer un profil et à partir de là, je pourrai agir et définir ma céphalée secondaire. Donc, ces questions-là, c'est la première des choses. Depuis quand vous avez mal à la tête? C'est très important de dire depuis quand. Est-ce que c'est depuis hier, depuis 12 heures, depuis 3, depuis 4 jours? Qu'est-ce que vous faisiez quand elle a commencé la céphalée? C'est important pour dire est-ce que c'était suite à un effort ou céphalée survenue au repos? Avez-vous déjà eu ce mal de tête auparavant pour savoir est-ce que c'est une céphalée ancienne? Et là, il fait des accès, entre guillemets, migraineux ou bien une céphalée avec paroxysme. Et aussi, comment elle évolue cette douleur depuis son installation? Est-ce que c'est une douleur qui s'aggrave progressivement? Est-ce que non, il y a une douleur, très forte douleur, et puis maintenant, elle régresse, etc. Et sur la base de ces 4 questions, je vais noter des réponses, et là, je vais distinguer 4 profils. Donc, soit il s'agit d'une céphalée récente et elle est brutale. Est-ce que c'est une céphalée récente mais elle est progressive, donc elle évolue avec le temps? Est-ce que c'est une céphalée chronique? Le malade avait déjà cette céphalée et là, il est en train de faire des accès paroxystiques, ou bien c'est une céphalée chronique continue, le cas de la céphalée de tension. La céphalée récente, c'est elle que je dois explorer, c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui.
Donc, toujours dans votre démarche diagnostique, l'interrogatoire. L'interrogatoire, il est très important. C'est lui qui va déterminer, qui va guider votre démarche diagnostique. Et c'est lui qui va trancher. Il va vous dire, je prends cette céphalée, elle est récente. Là, elle est certes, il y a des signes qui me disent qu'elle est probablement secondaire. Donc, je vais m'attarder sur ce patient-là, je vais bien l'examiner. Si c'est une céphalée chronique, donc je vais l'examiner. Maintenant, je lui donnerai un traitement pour son accès et je verrai s'il faut l'orienter vers un spécialiste ou je le prendrai en charge. Donc, l'interrogatoire, il va préciser le mode d'installation de la céphalée. Est-ce qu'elle est survenue pendant un effort ou lors d'une manœuvre de Valsalva? Est-ce qu'elle apparaît en position allongée? Donc là, elle serait liée avec un éventuel syndrome d'hypertension intracrânienne. Est-ce que c'est une céphalée qui apparaît uniquement en orthostatisme, donc en position debout, et qui s'améliore ou disparaît progressivement quand le patient s'allonge? Donc là, probablement, il s'agit d'une hypotension par fuite du LCR. Et toutes ces données peuvent nous orienter. Ils nous indiquent aussi qu'il s'agit probablement d'une céphalée secondaire. J'attire votre attention quand vous faites l'interrogatoire parce que vous pouvez voir un sujet jeune, un sujet d'âge moyen, quand vous pouvez avoir un sujet âgé qui va consulter pour des céphalées. Et là, j'attire votre attention sur l'interrogatoire du sujet âgé. Il doit être le plus précis possible et surtout, il doit se faire en présence d'un membre de sa famille car certains détails sont oubliés par le sujet âgé et on verra justement un exemple d'une céphalée du sujet âgé plus loin dans la présentation. Donc, toujours dans votre démarche diagnostique, après avoir interrogé, déterminé le mode d'installation, je dois définir les caractéristiques de cette céphalée. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est une céphalée en coup de poignard, sensation de brûlure, de lourdeur? Est-ce que c'est une céphalée lancinante? Tout ça, ça va m'aider. Ensuite, bien évidemment, je dois rechercher, comme c'est standard, comme vous avez l'habitude de faire, une observation. Donc, les antécédents, c'est important de les mentionner, notamment, c'est une notion de ponction lombaire. Donc là, une rachianesthésie ou bien il avait de la fièvre, il a fait une ponction lombaire. C'est peut-être là une céphalée par hypotension du LCR. Est-ce qu'il avait de la fièvre? Donc, tous ces éléments-là vont m'aider vont me guider pour déterminer la nature de ma céphalée. Maintenant, les symptômes. Les symptômes associés qui vont m'orienter vers le diagnostic et donc qui vont surtout être définis et recherchés par une anamnèse bien détaillée et aussi par un examen neurologique ciblé. Donc, une céphalée secondaire peut s'accompagner par un déficit neurologique focal. Donc, vous pourrez avoir une petite faiblesse musculaire. Vous pouvez avoir une hypoesthésie, donc un trouble de la sensibilité, un trouble de l'équilibre, une amputation du champ visuel, une vision double, une diplopie. Donc, quand vous allez examiner également, vous pouvez trouver une asymétrie au niveau des pupilles. C'est important de voir l'état des pupilles. Vous pouvez également tomber sur un signe de Babinski, un strabisme, et bien sûr, avant de rechercher toutes ces anomalies, la première des choses sur laquelle je vais m'attarder, c'est l'état de vigilance de mon patient. Je vais voir est-ce qu'il est là, il est avec moi, il m'écoute, il me répond aux questions, ou bien il est un petit peu confus. Et ça, c'est important pour ma démarche diagnostique. Donc, quels sont les signes d'alarme qui peuvent évoquer une céphalée secondaire? Quand vous avez un premier épisode de céphalée, c'est le premier, le patient n'est pas connu céphalalgique, il ne s'est jamais plaint de céphalée, particulièrement quand le début est brutal. Là, je dois m'inquiéter. Quand la céphalée, elle est inhabituelle, en termes de localisation, de durée, d'évolution, elle est intense, ou bien c'est une céphalée qui est réfractaire, elle ne répond pas au traitement médical bien conduit. Quand c'est une céphalée qui augmente progressivement depuis quelques jours, là je m'inquiète aussi. Quand c'est une céphalée déclenchée par la manœuvre de Valsalva, par l'activité sexuelle ou bien par le changement de position, quand c'est une céphalée qui est décrite, le patient va vous dire c'est la pire céphalée que j'ai eue depuis mon existence et elle apparaît en coup de tonnerre. C'est peut-être une hémorragie méningée. Quand c'est une céphalée qui intervient après un traumatisme récent, là c'est clair, où il a eu une petite manipulation ou un coup au niveau sur le
un coup de poing sur le cou, donc elle est d'origine traumatique, ou bien c'est une céphalée qui apparaît chez un patient, chez une patiente en postpartum, ou bien un patient qui prend des anticoagulants. Là aussi, je dois m'inquiéter. Quand c'est une céphalée qui est associée à un des signes suivants, vous avez remarqué qu'il a de la fièvre, il a un petit méningisme, il vomit, les parents vous rapportent qu'il a fait une crise d'épilepsie ou bien il fait devant vous une crise d'épilepsie alors qu'il n'est pas connu épileptique. Et lorsque vous examinez et vous avez trouvé un œdème papillaire, vous avez trouvé des signes focaux. Le patient va, sinon aussi le patient va vous rapporter qu'il est fatigué, il y a une notion de perte de poids. Quand vous faites votre examen général, vous avez trouvé des chiffres tensionnels élevés. Quand le patient il a plus de 60 ans, j'attire aussi votre attention. Une céphalée, c'est un sujet de plus de 60 ans, surtout s'il va se plaindre d'une céphalée cervicale. Bien vous dire, il a mal au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Il a une petite sensibilité là au niveau de la région temporale. C'est peut-être un Horton. Donc, il faut bien interroger le patient. Donc, donc après avoir dit après avoir cité tous ces signes d'alarme, vous avez 3 prédicteurs qui vont orienter vers une pathologie intracrânienne à l'origine de la céphalée. C'est ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Donc, quand vous avez un sujet qui a 50 ans, qui a 50 ans ou plus, il y a une notion d'installation brutale de la céphalée et quand vous avez examiné, vous avez trouvé des signes neurologiques. Donc là, ce sont des prédicteurs qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du crâne. Il faut bien l'explorer. Donc, quels sont les patients qui sont à haut risque de pathologie secondaire? C'est les patients qui vont rapporter des douleurs brutales, des vomissements, qui font des syncopes ou bien qui sont des signes neurologiques que j'ai déjà cités. Ils ont de la fièvre, une raideur de la nuque. La céphalée s'aggrave progressivement ou bien c'est une céphalée qui persiste malgré un traitement médical. Par contre, les patients où je ne vais pas trop m'inquiéter, je serai un petit peu rassurée, ce sont des patients qu'on appelle à bas risque de pathologie céphalée secondaire. Ce sont les patients qui ont déjà des antécédents de céphalée et ils connaissent déjà ça et ils ont l'habitude de faire de temps en temps des petits accès. Donc, toujours dans la démarche diagnostique et après avoir bien interrogé le patient, passer à l'examen neurologique, bien évidemment avec l'intention de rechercher un syndrome méningé, un syndrome d'hypertension intracrânienne. C'est ça, c'est surtout ça que vous devez rechercher si vous suspectez une céphalée secondaire. Il est vrai, je suis d'accord avec vous pour dire que l'examen neurologique est trop lent, mais il faut que ça soit ciblé. Vous avez reçu votre patient dans le cas de l'urgence, vous devez cibler votre examen et surtout rapide et efficace. Une céphalée secondaire, ça n'attend pas. Il faut qu'elle soit diagnostiquée, étiquetée, traitée ou bien confiée à un spécialiste. Donc, commencez déjà par vérifier l'état de vigilance de votre patient. Faites l'examen de l'oculomotricité extrinsèque, donc les mouvements oculaires dans tous les sens, et aussi vérifier l'état de la pupille. Recherchez ou mettez en évidence une raideur de la nuque. Vérifiez les réflexes osteo-tendineux. Vérifiez également, testez la force musculaire de votre patient. Précisez la température et la tension artérielle. Et surtout, n'oubliez pas de faire un fond d'œil. Idéalement, apprenez à faire un fond d'œil sans dilatation. Pourquoi? Le fond d'œil, on vous a appris déjà ça à l'externat, il doit faire partie de tout examen neurologique. En pratique, on regarde surtout la papille. C'est la papille qui nous intéresse. Donc, elle est normale, tant mieux. Mais surtout dans notre présentation aujourd'hui, je dois rechercher la présence d'un œdème papillaire qui est présent dans 90% des cas en cas d'hypertension intracrânienne. Et vous remarquez dans la diapo, la photo à gauche en bas, une papille normale avec un beau disque avec des contours bien délimités. Et ici, vous remarquez que les contours, un œdème papillaire, les contours ont pratiquement disparu. Donc, je suis en présence d'un œdème papillaire franc. Donc, vous pouvez avoir différents tableaux cliniques. Donc, quand vous avez un patient qui présente une céphalée, il a un syndrome méningé qui est composé d'une raideur de la nuque, d'une photophobie, des vomissements. Donc, vous devez absolument rechercher une hémorragie méningée ou une méningite. Lorsque la céphalée est accompagnée d'une paralysie oculomotrice, là, il faut rapidement confirmer ou bien affirmer la présence d'un anévrisme. On verra ça plus tard, on détaillera ça plus tard, ou bien une tumeur cérébrale ou bien une hémorragie sous-arachnoïdienne appelée également hémorragie méningée.
Donc, quand c'est une céphalie qui va être associée à un syndrome de Claude Bernard-Horner, vous rappelez du syndrome de Claude Bernard-Horner, ce sont les personnes qui ont une ptose palpébrale avec un myosis et aussi une augmentation de la transpiration. C'est peut-être une dissection carotidienne, donc ce sont les artères cervicales. Donc là, je dois faire très attention et bilanter rapidement. Quand c'est un patient qui va présenter des céphalées et des vertiges, donc là, des céphalées rebelles à toute thérapeutique. Donc là, c'est peut-être un processus ou bien une pathologie de la fosse cérébrale postérieure. Donc, j'ai pas mal d'éléments qui m'orientent vers une céphalie secondaire. Quels sont les bilans à réaliser dans le cas de l'urgence? On va dire une batterie d'examen standard. Je commence par un bilan biologique systématique. Là, je fais une numération de la formule sanguine, je fais une VS, un bilan hépatique, un bilan d'hémostase, c'est important, un ionogramme sanguin, surtout l'anatrémie pour la confusion mentale, et aussi, je ferai les bandelettes urinaires. Donc, ça, c'est facile à faire. Ensuite, je déciderai en fonction de la pathologie à laquelle je pense, si je lance une demande d'un cérébral sans injecter le produit de contraste, pardon. Et aussi, mon bilan il sera orienté en fonction de ce que j'ai trouvé à l'examen clinique. Si le patient avait de la fièvre ou il avait des signes d'hypertension intracrânienne, là, je ferai ma ponction lombaire. Bien évidemment, après avoir fait un scanner cérébral, j'ai éliminé un processus cérébral. Et aussi, je ferai une prise de la pression du liquide. Je ferai un angioscanner. Surtout, je vais me focaliser sur les séquences géographiques. Idéalement, je ferai une angio-IRM, mais ce n'est pas possible dans le cas de l'urgence. Donc, il faut que je me débrouille avec ce que j'ai. Un angioscanner, c'est parfait. Quand vous suspectez une thrombose veineuse cérébrale, on détaillera cette pathologie plus loin. Vous pouvez également un examen simple, mais qui pourra vraiment vous aider dans le diagnostic. Quand vous suspectez une dissection des artères cervicales, un écho-Doppler des trans supra-aortiques peut vous faire le diagnostic et vous avez fait un diagnostic positif. Quelles sont les causes des céphalées secondaires? J'ai dit dans le début de ma présentation, elles sont nombreuses, plus d'une centaine. Donc, on verra aujourd'hui les plus fréquentes, on va dire les plus pertinentes. Donc, elles peuvent être d'origine vasculaire, c'est surtout l'hémorragie méningée, c'est la première à laquelle il faut penser, il faut l'écarter, la première à écarter. Vous pouvez avoir également une hémorragie intraparenchymateuse, des infarctus, un accident vasculaire cérébral peut être précédé par une céphalée, également un tableau de thrombophlébite cérébrale, donc une thrombose d'une veine cérébrale. Il peut y avoir une origine infectieuse, dans le cas d'une méningite, un abcès ou bien carrément un tableau d'encéphalite. Également, il peut s'agir d'une tumeur, un gliome ou un glioblastome. Ça peut être une inflammation des artères, le cas de la maladie de Horton, et ça peut être d'origine traumatique. Pensez à l'hématome sudorale, surtout chez le sujet âgé, et dans la céphalée est vite oublié, et puis il va se présenter aux urgences 2-3 mois après avec une céphalée. C'est pour ça que c'est important de faire l'interrogatoire avec un membre de sa famille. Donc là, on va parler des différentes céphalées secondaires que vous pouvez rencontrer dans le cas aux urgences. On va commencer par les céphalées en coup de tonnerre. C'est une céphalée qui est explosive et sévère. C'est la plus redoutable des céphalées secondaires. Donc, les causes, elles sont évidentes. Hein. Quand il va vous dire c'est la pire des céphalées que j'ai ressenties dans ma vie, c'est l'hémorragie méningée ou bien un hématome intracérébral. Mais c'est surtout l'hémorragie méningée qu'il faut écarter en priorité. Donc, cette céphalée, la céphalée de l'hémorragie méningée ou de l'hémorragie sous-arachnoïdienne est une céphalée en coup de tonnerre. Elle apparaît brutalement, elle est très intense, elle est d'emblée maximale et elle est décrite par le patient par la pire des céphalées jamais ressenties. Toutes céphalées commençant brutalement, vraiment elle est insupportable en coup de tonnerre, c'est une hémorragie méningée jusqu'à la preuve du contraire. Donc, l'hémorragie méningée, la céphalée de l'hémorragie méningée, c'est une pathologie qui est grave et qui constitue une urgence diagnostique et thérapeutique. La céphalée, elle est violente, elle est d'emblée maximale, elle s'installe en quelques secondes, en quelques minutes, et elle survient souvent suite à un effort.
elle peut durer quelques minutes comme elle peut durer quelques jours. Il faut qu'elle soit recherchée en premier. Pourquoi? Parce qu'il peut s'agir d'une rupture d'anévrisme intracrânien. Et si ça se confirme, donc il y a un risque d'engagement et un risque d'engagement du pronostic vital. Et si vous passez à côté du diagnostic, le patient risque de ressaigner et donc ça peut même provoquer un décès. Donc, sur le plan clinique, en plus de votre interrogatoire qui vous a déterminé le type de la céphalée explosive, donc le patient, vous avez examiné votre patient, vous avez surtout déterminé les troubles de la conscience, est-ce qu'il est vigilant, est-ce qu'il est avec vous ou pas, vous avez confirmé la raideur de la nuque pour rechercher le syndrome méningé et aussi vous avez bien examiné la force musculaire et surtout les réflexes et pour essayer de rechercher des signes de focalisation parce qu'il n'y a pas une atteinte des némicorps moteurs ou bien une atteinte sensitive. Quelle est ma conduite à tenir, justement, en cas de suspicion d'une hémorragie méningée? J'ai tous les éléments cliniques qui me disent c'est une hémorragie méningée jusqu'à la preuve du contraire. Je devrais faire un scanner sans produit de contraste. Pourquoi? Je recherche donc du sang, je recherche une hémorragie intracrânienne. Donc, je dois pas injecter, je précise, prière de faire un scanner cérébral sans produit de contraste, parce que justement, c'est très sensible. Un scanner, il est très sensible et il met facilement en évidence le sang. Et là, vous allez tomber, comme vous voyez sur l'écran, sur le plus souvent, c'est rare de trouver l'hyperdensité des espaces sous-arachnoïdiens, mais le plus souvent, vous allez trouver une hyperdensité au niveau des cyternes, comme vous voyez sur l'image, des cyternes de la base. Et là, vous confirmez votre diagnostic. Mais attention, le scanner peut être normal, mais ça ne veut rien dire. Je ne vais pas éliminer une hémorragie méningée. Je suis clinicienne, ma clinique, elle compte et mon examen neurologique compte. Donc là, si ma TDM, elle est normale, j'ai fait un scanner, je suis tranquille, elle est normale, il n'y a rien, j'ai écarté dans la foulée les autres on va dire, étiologie possible. Là, je suis tranquille, je vais faire ma ponction lombaire à la recherche justement de sang. Rappelez-vous l'épreuve des 3 tubes. Donc, vous allez, la ponction lombaire va ramener du sang qui est de couleur, on va dire, un peu rosée, mais c'est uniforme dans les 3 tubes. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup le nombre des érythrocytes, il est important dans les 3 tubes. J'ai dit que quand un scanner cérébral est normal, ça n'exclut pas une hémorragie, parce que peut-être c'est une hémorragie de faible tendance. C'est pour ça que le scanner ne l'a pas détecté. Et puis aussi, il faut savoir aussi que si vous allez faire un scanner, j'ai dit que cette céphalée peut durer entre quelques heures à quelques jours. Si vous faites un scanner ou une ponction lombaire après 3 semaines, vous risquez de tomber sur un scanner normal. Comme vous voyez ici sur ce diagramme, il montre la sensibilité du scanner dans la détection du sang. Vous remarquez que déjà à partir de la 12e heure après la céphalée en coup de tonnerre, la sensibilité elle est maximale, donc il va vous mettre en évidence le saignement. Par contre, plus loin, à 3 semaines, vous allez remarquer que la détection, la sensibilité, elle devient faible. Là, une fois que vous avez prouvé votre saignement, vous allez confirmer le diagnostic. Là, vous allez demander une angio-IRM. Maintenant, si tous les examens complémentaires que vous avez demandé, c'est-à-dire vous avez fait un scan, il est revenu normal, vous avez même fait une angio-IRM et elle est revenue normale, là, on peut aller jusqu'à un examen plus sophistiqué, mais qui se fait dans un milieu spécialisé, dans le but de rechercher justement un éventuel anévrisme qui soit rompu ou pas. Donc, je ferai l'artériographie conventionnelle. Et donc, après avoir fait j'ai poussé les examens, donc le dernier examen qui va me prouver la présence ou pas, parce que c'est ça, j'ai peur de l'hémorragie méningée, j'ai peur de passer à côté d'un anévrisme. Une fois que je vais tous mes examens, j'ai confirmé mon hémorragie méningée, comment je vais prendre en charge sur le plan thérapeutique? Le malade, il est là, il souffre de sa céphalée en coup de tonnerre. Donc, le patient, il sera
transférés systématiquement dans un service de neurochirurgie, ce qui va permettre justement le risque de mortalité, surtout si vous avez confirmé la présence d'un anévrisme. Donc, on va parler d'un deuxième type de céphalée après l'hémorragie ménagée, c'est ce qu'on appelle le syndrome de vasoconstriction cérébrale. C'est une angiopathie, donc ça se passe au niveau des artères cérébrales. Elle est aiguë, mais heureusement, elle est réversible. C'est une entité qui est rare, mais il faut en parler. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle va se manifester par des céphalées en coup de tonnerre. Le diagnostic, il est clinique. Il s'agit d'un... Donc elle se manifeste par des céphalées en coup de tonnerre. Le diagnostic, il est clinique et radiologique. Clinique, donc le patient va rapporter, vous pouvez, donc en plus de cette céphalée, quand vous faites l'interrogatoire, vous allez trouver la notion d'épilepsie, vous allez prouver un déficit. La céphalée, elle va se répéter en salve pendant 1 à 3 semaines. C'est une céphalée qui apparaît en postpartum, après un rapport sexuel, ou bien surtout après une prise de vasoconstricteur, d'où l'intérêt d'un bon interrogatoire. Et pourquoi j'ai ce syndrome de vasoconstriction cérébrale? C'est une anomalie transitoire justement de la régulation du tonus des artères cérébrales. Donc, ça se passe entre vasodilatation et vasoconstriction, mais ça se passe à différents niveaux des artères cérébrales. Quand vous voyez sur le cliché ici, vous voyez que certaines artères sont de calibre faible par rapport aux autres. Et c'est une urgence thérapeutique aussi. Si je ne la prends pas en charge, donc elle peut exposer à des complications comme une hémorragie sous-arachnoïdienne et surtout, le syndrome de vasoconstriction cérébrale peut exposer également à des infarctus cérébraux, surtout hémorragiques, mais aussi parfois ischémiques. Là, on passe à un troisième type de céphalie secondaire. Après l'hémorragie ménagée, le syndrome de vasoconstriction réversible, vous pouvez être confronté à un patient qui souffre de céphalée et unilatérale en rapport avec une atteinte de la troisième paire crânienne. Ce qu'on appelle l'ophtalmoplégie douloureuse, c'est-à-dire que vous avez une paralysie oculomotrice, vous avez un contexte douloureux qui vous oriente peut-être vers un anévrisme. C'est peut-être un début de compression de la troisième paire crânienne, surtout s'il s'agit d'un sujet qui a moins de 50 ans. Donc, la conduite à tenir va dépendre essentiellement de l'âge. J'ai un patient jeune et aussi, la première des choses que je vais faire après avoir écouté le patient, il m'a rapporté sa céphalée et l'hémicranie. Quand je passe à l'examen, je trouve qu'il y a une atteinte intrinsèque ou extrinsèque de la troisième paire crânienne. C'est-à-dire, extrinsèque, je vais trouver un ptosis. Je vais trouver une paralysie oculomotrice. Ou bien, associé à une mydriase. Donc, c'est un 3 complet. Ou bien, je peux trouver un 3 partiel. Donc, soit un ptosis, donc il y a une atteinte extrinsèque, ou bien uniquement une mydriase. Il n'y a pas de ptosis. Donc, vous pouvez avoir une atteinte partielle ou totale de la troisième paire crânienne. Donc là, je dois vraiment m'inquiéter et je dois compléter par une angio-IRM. Pourquoi? Un 3 douloureux, pas un 3 qu'on a l'habitude de voir juste un ptosis, un 3 douloureux, qui soit complet ou partiel. C'est un anévrisme de la communicante postérieure à la jonction avec la carotide interne jusqu'à la preuve du contraire. Donc, je dois absolument le bilanter. Il y a aussi un autre type de céphalée secondaire, la dissection des artères cervicales, les carotides et les vertébrales. Donc, d'environ, comment dirais-je, 15 à 20% des accidents vasculaires cérébraux peuvent être dus à une dissection des artères cervicales. Donc, c'est important de les connaître. Et environ 13% des cas, la céphalée, elle est aiguë. Quand vous avez une dissection des artères cervicales, 13% des cas, ce n'est pas négligeable, la céphalée, elle est aiguë. Donc, cette dissection des artères cervicales, elle va se manifester comment? C'est toujours du même côté que l'artère qui est lésée. Donc, vous allez avoir une douleur cervicale latérale ou bien une hémicranie
qui sera associé à un syndrome de Claude Bernard-Horner, donc là, c'est probablement une dissection carotidienne jusqu'à la preuve du contraire. Dans le cas d'une céphalée secondaire, postérieure cette fois-ci, associée à des douleurs au niveau occipital, ici, c'est probablement l'artère vertébrale qui est disséquée, probablement. Pourquoi il y aurait, qu'est-ce qui peut provoquer la dissection des artères cervicales? Ça peut être, elles sont multiples, ça peut être une origine héréditaire, une fragilité constitutionnelle des artères, comme ça peut être une origine traumatique, donc même mineure, c'est-à-dire juste un coup de poing comme ça sur le cou, ça peut provoquer une dissection chez certaines personnes prédisposées, notamment chez les personnes qui présentent des facteurs de risque, donc les personnes qui sont hypertendues ou bien les facteurs qui sont migraineux. Donc là, c'est pour donc justement pour parler de ce syndrome de Claude Bernard-Horner, mais douloureux, rappelez-vous, c'est un 3 douloureux. Donc, le patient, il va vous rappeler une douleur latérocervicale ou bien ici rétro-auriculaire. Je vais trouver à l'examen donc vraiment une petite fermeture, une petite ptose palpébrale. J'ai trouvé un myosis et là, pour moi, ça fait un Claude Bernard-Horner. Il y a la douleur, c'est une douleur aiguë. Je dois absolument explorer mon patient. Je vous ai dit, en fait, quelle est la conduite à tenir justement devant cette céphalée aiguë. Pas la peine de faire un scanner cérébral. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Ça se passe ici au niveau des carotides. Ce n'est pas la peine également de faire une ponction lombaire. Ils ne sont pas contributifs. Vous pouvez faire juste, et c'est simple, demander juste un Doppler des trans supra-aortiques et l'écho-Doppler, justement, il va vous montrer un hématome de la paroi. Donc, la paroi de l'artère, il va vous montrer un hématome, donc l'artère, elle sera rétrécie. C'est un signe qui est très évorateur. C'est un examen qui est très simple qu'on peut demander au niveau des urgences. Vous pouvez aller plus loin, demander un angioscanner, une angio-IRM. Mais là, on parle de ce qu'on peut faire rapidement, bien fait, vite fait au niveau des urgences. Un écho-Doppler, c'est très facile et la demande est vite acceptée. Donc, ne passez pas à côté d'une dissection des artères cervicales. C'est une cause d'AVC ischémique chez le sujet jeune. Et qu'est-ce que je peux faire dans le cadre de l'urgence? Donner un traitement préventif, donner surtout des antiagrégants plaquettaires. Donc ici, c'est pour justement vous montrer, on a dit qu'il y avait un rétrécissement de la lumière de l'artère de la carotide interne. Donc quand vous voyez ici, au niveau du cercle rouge, vous voyez que la lumière elle est réduite et vous voyez ici l'hématome qui est tout autour de l'artère, comparativement au côté droit, le côté qui est sain, une belle lumière et les structures qui entourent, elles sont de volume normal. Là, vous voyez l'hématome qui est tout autour de l'artère. Donc, on a fini avec la céphalée des dissections des artères cervicales, carotides et vertébrales. On va passer à la céphalée que tout le monde connaît, la céphalée de l'hypertension intracrânienne, du syndrome d'HEC. Professeur, est-ce que vous voulez qu'on arrête un moment et qu'ils posent leurs questions ou vous voulez continuer? Je souhaiterais continuer, comme ça je vais récolter toutes les questions. C'est comme vous voulez, ça dépend des personnes, est-ce qu'ils veulent poser, il n'y a pas de souci. Je pose la question aux participants. Vous voulez qu'elle continue? Elle a donné son avis. Maintenant, vous me dites, est-ce que vous continuez et elle continue après les questions? Ou est-ce que vous voulez qu'elle arrête un peu, vous posez vos questions? Rapidement, vous répondez, on ne traîne pas. Le temps qu'elle prenne de l'eau et qu'elle puisse dégager sa gorge. On continue? Continue. Allez-y, professeur. Continue? Merci, oui. Très bien. Très bien. Donc, on va parler de la céphalée de l'hypertension intracrânienne que tout le monde connaît. Donc, c'est une céphalée qui est diffuse, elle est matinale. Donc, elle est progressivement croissante, ce qu'on appelle la céphalée crescendo.
et vous connaissez tous qu'elle est associée à des troubles visuels, donc une vision, un flou visuel, une vision double, des nausées, des vomissements, et aussi ça peut même provoquer des troubles de la vigilance. Donc, soyez très attentifs quand vous examinez votre patient, et le patient peut même présenter des crises d'épilepsie. À l'examen, vous devez rechercher surtout les signes focaux. Et n'oubliez pas, là j'insiste également sur le fond d'œil, c'est très important, là absolument la valeur du fond d'œil à la recherche et la mise en évidence d'un œdème papillaire est primordiale dans mon diagnostic d'HIC, d'hypertension intracrânienne. Donc, qu'est-ce que je vais faire justement devant ce syndrome d'HIC qui est clair, céphalée, vomissement, diplopie, œdème papillaire. Donc, je vais demander un scanner cérébral, mais cette fois-ci, je vais injecter. Je ne cherche pas un saignement, je cherche plutôt une masse au niveau du parenchyme avec l'arrière-pensée de tomber sur une tumeur cérébrale. Donc, c'est le premier examen à éliminer. Plutôt à réaliser pour éliminer une lésion intracrânienne. Vous savez très bien que je ne fais pas ma ponction lombaire tant que je n'ai pas fait mon imagerie pour éviter, en cas de présence d'une tumeur, des risques d'engagement. Par contre, je peux avoir la surprise, je tombe sur une imagerie normale. Le scanner peut revenir normal. Donc là, je vais demander des séquences géographiques. Donc, je compléterai soit, j'ai la clinique, elle est évidente, c'est un syndrome d'HIC. Donc, je dois compléter soit par un angioscanner, donc je dois insister sur les séquences artérielles et veineuses, donc, bien sûr pour éliminer une thrombose. Si même le scanner avec injection, l'angioscan il revient normal, pourtant j'ai un syndrome d'HIC clinique, là je fais ma ponction lombaire. Pourquoi? Je dois mesurer la pression du LCR. Il s'agit probablement, si ma pression elle revient augmentée, c'est une hypertension intracrânienne idiopathique et là, la prise en charge, elle va complètement différer. Là, c'est pour vous montrer pourquoi je demande un scanner cérébral devant un syndrome d'hypertension intracrânienne. Je vous ai dit, c'est pour éliminer un processus cérébral. Là, un exemple d'une tumeur au niveau d'une tumeur cérébelleuse avec provoquant bien sûr un syndrome, elle est volumineuse, donc elle va provoquer un syndrome d'hypertension intracrânienne avec une hydrocéphalie. Donc, c'est quoi le syndrome d'hypertension intracrânienne? Idiopathique, il y a le mot idiopathique, mais vous devez éliminer certaines causes pour dire qu'elle est vraiment idiopathique. Mais le plus souvent, vous tombez, il n'y a pas d'étiologie bien évidente. Donc, pour dire que c'est une hypertension intracrânienne idiopathique, vous avez un syndrome d'HIC, mais il est isolé, c'est-à-dire que vous avez fait une imagerie et il n'y a rien. Mais il y a des critères que vous devez justifier. C'est une HIC idiopathie parce que mon imagerie est normale, parce que mon LCR, ma pression de mon liquide céphalorachidien elle est élevée, elle est supérieure à 20 mm de mercure. Certains disent que même, ils disent entre 20 et 25. Donc, ça dépend de ce que vous allez trouver dans la littérature. Et aussi, j'ai pris ce liquide, je l'ai analysé, j'ai trouvé un taux de protéines, un taux de cellules normal. Donc, vous devez avoir ces trois critères pour dire que c'est une hypertension intracrânienne idiopathique. Alors, cette céphalée idiopathique, elle survient préférentiellement chez les femmes. C'est l'apanage des femmes jeunes, en surpoids ou obèses. Autrefois, cette céphalée, on l'appelait, plutôt cette pathologie, on l'appelait HIC idiopathique, on l'appelait HIC bénigne. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour l'appeler bénigne, on verra après plus tard. Pourquoi? Donc, maintenant, vous allez trouver beaucoup plus l'appellation d'HIC idiopathique. Quand vous voyez la céphalée, elle est sévère, elle est pulsatile. Votre examen neurologique est tout à fait normal. Vous pouvez parfois trouver, à cause de l'hypertension intracrânienne, une paralysie du 6. Vous faites, on a dit, le fond d'œil est primordial, un fond d'œil. Vous allez tomber sur l'œdème papillaire. L'imagerie, on a dit qu'elle était normale. Mais vous pouvez trouver des signes indirects, ce qu'on appelle des signes indirects d'hypertension intracrânienne. Le radiologue, il va vous dire, comme vous remarquez ici, il y a le bol postérieur des globes oculaires qui est aplati,
des deux côtés. Et remarquez ici, ceci est le nerf optique, il est un petit peu tordu. C'est ce qu'on appelle la tortuosité des nerfs optiques. Ça signe qu'il y a de la pression au niveau cérébral et surtout au niveau du nerf optique. C'est pour ça que vous avez ces manifestations-là. Vous avez donc de l'œdème papillaire. Donc, je mesure ma pression de la patiente. Quand vous faites une PL normale, vous prenez une tubulure et vous laissez monter le liquide céphalorachidien, vous prenez un mètre ruban et vous mesurez et vous allez avoir une valeur. Comment je vais traiter cette hypertension intracrânienne? La première des choses, il faut la perte de poids. La perte de poids, c'est 80% du traitement. C'est primordial. Et aussi, vous allez faire des PL soustractifs justement pour soulager cette pression au niveau cérébral. Et aussi, je dois prescrire de l'acétozélamide, qu'on appelle Diamox ou Dialinox, ça dépend de ce que vous trouvez dans les pharmacies. Mais j'ai dit qu'on l'appelait autrefois HIC bénigne. Bénigne, elle n'est pas aussi bénigne que ça, parce qu'il y a des facteurs de mauvais pronostic. J'ai dit que la pression, elle va comprimer les nerfs optiques. Vous les avez vus complètement tordus. Il y avait une tortuosité de ces nerfs-là. Donc, il va y avoir une détérioration rapide de la fonction visuelle si je ne fais pas des ponctions soustractives, si je ne mets pas un traitement médical adéquat. Donc, il y a un risque de cécité. Donc, et surtout, le patient, il va vous le rapporter, il va vous dire que ma vision, elle va en s'aggravant. Vous faites un champ visuel, vous avez trouvé qu'il y a une altération du champ visuel. Là, vous devez absolument prendre un avis en neurochirurgie et c'est peut-être l'indication, ils vont décomprimer la gaine du nerf optique ou bien carrément placer une valve lombo-péritonéale pour soulager cette hyperpression qui retentit sur les nerfs optiques. On passe à une autre pathologie qui peut être à l'origine d'une céphalie secondaire, ce qu'on appelle l'apoplexie hypophysaire. C'est-à-dire que ça se passe au niveau de l'hypophyse, c'est l'hypophyse qui est concernée, c'est un remaniement nécrotico-hémorragique. Donc, il va y avoir de la nécrose, de l'hémorragie massive dans un adénome hypophysaire. Le sujet il peut vous dire, oui, j'avais un adénome hypophysaire, mais il était tout petit, comme il peut ne pas le savoir. Donc, c'est une découverte fortuite. Donc, il va présenter des douleurs violentes, surtout ça se passe en suce nasale. Il peut présenter des troubles visuels. Pourquoi? Parce que l'adénome, il va comprimer le chiasma, et donc il aura une baisse de l'acuité visuelle. Il peut même faire des troubles de la conscience, parce que justement, on verra plus loin, c'est un patient qui doit être pris en charge rapidement en réanimation. Donc, cette glande hypophysaire qui est nécrosée et qui commence à saigner, donc il va y avoir un déficit partiel ou global en hormones justement hypophysaires. Donc, vous pouvez avoir un déficit corticotrope, thyréotrope, gonadotrope, vous pouvez même avoir une hypoprolactinémie modérée. Et là, en scanner, c'est l'IRM cérébral. Vous savez que c'est une toute petite glande qui est bien cachée dans le cerveau et c'est l'IRM qui va vous la mettre en évidence. D'ailleurs, vous pouvez voir l'imagerie. Ceci est un macro, il est volumineux, il est immense l'adénome et vous voyez, vous voyez la nécrose par endroits. Donc, c'est quoi le risque si je ne fais pas le diagnostic et si je ne prends pas en charge mon patient? Donc, le risque, c'est un hypopituitarisme aigu, c'est-à-dire que vous aurez un déficit accru de toutes les hormones de l'antéhypophyse. Là, la prise en charge, elle se fait en réanimation. Il faut qu'il y ait une réanimation hydroélectrolytique. C'est une urgence endocrinienne. Il faut traiter par l'hémisuccinate et l'hydrocortisone de façon continue. Donc, le patient, vous le confiez aux gens de la réanimation et ceux qui font l'endocrinologie. Et aussi, si vous voyez qu'il y a des troubles visuels qui sont très importants, demandez un avis en chirurgie pour justement, sinon il va y avoir un risque de cécité parce qu'il y a une compression au niveau du chiasma. Donc là, on a déjà vu. Là, on arrive à la céphalée des thromboses veineuses cérébrales. Donc, la céphalée des thromboses veineuses cérébrales, elle peut s'installer de façon aiguë ou subaiguë. D'ailleurs, quand vous avez une thrombose, donc cette fois-ci, ce n'est pas les artères au niveau cérébral, c'est les veines. Donc, c'est les sinus veineux, les sinus duraux. Donc, quand c'est les veines qui sont thrombosées,
ça peut se déclarer par des céphalées aiguës. D'ailleurs, ça peut même donner un tableau simulant une hémorragie méningée, c'est en coup de tonnerre et ça peut se voir avec une fréquence quand même non négligeable de 2 à 10%. Comment expliquer justement pourquoi j'aurais cette céphalée? Cette céphalée, le plus souvent, elle serait due à un tableau d'hypertension intracrânienne parce que justement, il y a une thrombose d'une veine, il va y avoir un engorgement veineux, ça va générer un œdème, donc l'hypertension, elle va s'installer. Et c'est surtout les femmes jeunes qui viennent d'accoucher ou bien qui prennent des contraceptifs oraux, donc ce sont des facteurs de risque. Donc, dans votre interrogatoire, vous voyez une femme jeune, vous demandez toujours systématiquement, surtout si elle consulte pour des céphalées, est-ce qu'elle prend de la pilule? Est-ce que vous venez d'accoucher? Etc. La céphalée, donc le tableau le plus fréquent, c'est un tableau d'HIC. Mais il existe d'autres formes cliniques. Donc, on peut la suspecter, donc elle peut associer des tableaux divers. Vous pouvez tomber sur un déficit neurologique focal, des crises d'épilepsie. C'est-à-dire, en fonction du sinus qui est thrombosé, il y aura une symptomatologie qui peut vous orienter. Vous pouvez dire, ah, c'est peut-être le sinus longitudinal supérieur. Je m'explique. Regardez ce schéma. Ceci est un schéma des différents sinus. Le sinus longitudinal supérieur, c'est le plus grand, c'est celui-là. Et puis, vous avez les autres sinus, les sinus latéraux et les sinus, le sinus droit, le torculaire, les sinus latéraux. Donc, quand le patient, il va vous dire, ou bien un membre de sa famille, il va vous dire, il est en train de faire des crises d'épilepsie, parfois à droite, parfois à gauche, des crises d'épilepsie à bascule vous orientent vers un tableau de thrombose. Quand vous remarquez, quand le patient, il va vous dire, il a une faiblesse à bascule, un déficit moteur ou sensitif à bascule. C'est une thrombose probablement au niveau du sinus longitudinal supérieur. Donc, il faut savoir écouter le patient. Et n'oubliez pas aussi si c'est une femme en postpartum. Ça aussi, c'est très important. Qu'est-ce que je vais faire si je suspecte une thrombose veineuse cérébrale? J'ai tous les données. Bien sûr, quand on dit un syndrome d'HIC, n'oubliez pas le fond d'œil, l'œdème papillaire. Donc, vous avez la céphalée qui peut être une céphalée en coup de tonnerre, l'œdème papillaire, vous avez notion de crise d'épilepsie, notion de prise de contraceptif, c'est une jeune femme qui vient d'accoucher. Donc, tout ça, ce sont des signes qui m'orientent. Parfois, je n'ai pas le choix, je fais un scanner dans le cas d'une urgence, mais il peut revenir normal, même pour la ponction lombaire. Donc, ils ne vont pas m'apporter grand-chose, donc je ne vais pas m'aventurer. L'idéal serait de faire une angio-IRM. Donc, vous faites une IRM cérébrale pour voir l'état du parenchyme et surtout les séquences veineuses, mais je vais exiger, je ferai ma demande et je vais demander avec vénographie, c'est-à-dire c'est les veines qui m'intéressent. Vous orientez le radiologue et ceci en urgence, ça n'attend pas. Et c'est l'angio-IRM avec les séquences veineuses qui va déterminer, qui va vous dire oui, il s'agit d'une thrombose veineuse cérébrale. Parfois, si vous avez de la chance, mais c'est très rare, vous pouvez tomber sur ce qu'on appelle le signe du delta vide. C'est quoi le signe du delta vide? Le signe du delta vide, c'est ça, c'est ce qu'on regarde ici. C'est une hyperdensité au niveau du sinus longitudinal supérieur. Ça veut dire qu'il y a un défaut de remplissage de ce liquide. Donc, il y a quelque chose qui est thrombosé. Donc, il y a un engorgement de l'autre côté. Et ce signe-là, il est très rare. Donc, si vous avez de la chance, vous tombez, quand vous demandez un scanner, vous tombez sur ce signe-là, c'est une thrombose veineuse cérébrale, vous avez fait le diagnostic. Sinon, pour ne pas perdre du temps, et si c'est disponible aussi, demandez une IRM de préférence. Donc là, c'est pour vous montrer également, quand on fait une angio-IRM, dans le cas d'une thrombose, regardez ici. Là, c'est le sinus longitudinal supérieur. Ceci, c'est le sinus latéral droit. Remarquez ici, il y a une différence de taille. Là, c'est obstrué. Donc, c'est une thrombose du sinus transverse gauche. Et ça s'étend. Regardez, au niveau, ça s'étend au sigmoïde et même à la veine jugulaire. Donc, c'est une thrombose étendue. On a fini avec la thrombose veineuse cérébrale. Donc, on arrive à l'hématome sudural. Donc, l'hématome sudural, la céphalée, elle est souvent trompeuse.
Pourquoi? Parce que justement, c'est quoi un hématome? Déjà, c'est une collection sanguine qui va se former dans l'espace sous-dural. euh, euh, Comment dirais-je, c'est comme une poche de sang, comme une poche de sang entre le cerveau et l'une de ses enveloppes, notamment la dure mère. Donc, le plus souvent, il survient après un traumatisme. Un traumatisme qui est malheureusement le plus souvent oublié, surtout s'il s'agit d'un sujet âgé. Vous savez que parfois, il trébuche sur un tapis, il tombe dans les escaliers, il rate la marche d'un trottoir, etc. Pour lui, c'est banal, donc il va oublier ce traumatisme. 2, 3 mois après, il y a une petite brèche qui va se former et il va y avoir un petit saignement qui va se former de jour en jour jusqu'à former cette fameuse collection qui va comprimer les structures avoisinantes et elle va donner un tableau des céphalées. Donc, le patient, il va consulter dans le cas de l'urgence pour les céphalées. Donc, qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander là, c'est simple. Je cherche un saignement. On a dit que pour chercher un saignement, on fait un scanner. Il n'y a pas mieux. Il est très sensible pour détecter l'hémorragie. Et vous voyez ici, la collection sanguine. Donc, vous avez fait votre diagnostic. Il s'agit d'un hématome sous-dural. Donc, quelle est ma prise en charge? Ce patient-là, je vais tout de suite le confier au neurochirurgien. Si le saignement il est tout petit et que mon patient il est conscient, donc ça sera une surveillance à leur niveau. Par contre, si le saignement il est très important et vous voyez une compression des structures avoisinantes, donc là, il peut y avoir des complications et même des risques d'engagement. Et un hématome sous-dural qui n'est pas pris en charge, il peut exposer à des complications allant d'un déficit d'anémie corps, logique, elle augmente de jour en jour, ça peut même aller vers des troubles de la conscience et un coma. On arrive à la céphalée qui apparaît en position debout. La céphalée par hypotension intracrânienne, donc il y a une fuite du LCR qui serait due le plus souvent suite à une ponction lombaire. Donc, ce qu'on appelle la brèche cérébrospinale, qui, elle va être responsable d'une hypotension pardon, voilà, qui va être responsable d'une céphalée orthostatique, donc qui apparaît en position debout. Ça va se manifester par des céphalées. Il va vous dire j'ai mal des deux côtés, elle est sévère, elle est constrictive. Il va même vous rapporter des céphalées occipitales ou occipitofrontales, même au niveau du dos, même au niveau, qui peut irradier même au niveau des épaules. C'est une céphalée posturale, c'est-à-dire que le patient, dès qu'il va se mettre debout, ça va déclencher la céphalée et elle est améliorée en position allongée et disparaît au bout de 30 minutes en position allongée. Heureusement, cette céphalée, elle est isolée, il n'y a pas de signes focaux, il n'y a pas de fièvre, mais elle peut s'accompagner de nausées, de vomissements. Quels sont les facteurs de risque? Ce sont quand vous faites des PL, des PL répétés, donc vous avez fait une ponction lombaire, vous avez échoué, vous vous acharnez, vous faites une deuxième, une troisième, et là, vous allez provoquer une brèche. Donc, il va y avoir comme un gradient de pression entre donc, il y a du sang, il y a du LCA qui va couler. Donc, il va y avoir comme un gradient de pression au niveau de l'espace sous-araconidien et l'espace péridural. Et ceci en position, en position assise. Donc, le sang, il va s'écouler en fonction du diamètre de l'aiguille avec laquelle vous avez travaillé. Et donc, le conseil dans tout ça, quand vous êtes obligé de faire une ponction lombaire, la survenue de la céphalée post-PL ne dépend que de vous. C'est vous pouvez carrément éviter la survenue de cette céphalée en choisissant la taille de l'aiguille et aussi, au bout de deux tentatives, maximum 3, arrêtez. Donc, laissez 2-3 jours, laissez reposer et puis reprenez votre ponction lombaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est ma conduite à tenir en cas
en cas de fuite, il y a une brèche. Il y a une brèche du LCR au niveau, donc, surtout qui s'accentue en position debout. Donc, le traitement, pardon, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas la peine de faire une ponction, je ne vais pas refaire une autre ponction lombaire, je ne vais pas faire un scanner cérébral, ils ne vont rien m'apporter. Par contre, quand j'examine mon patient, tellement il a mal au niveau de la nuque, il va vous dire, j'ai l'impression que ça tire vers le bas. C'est ce qu'on appelle un ménagisme, une petite irritation. Donc, vous pouvez faire, cette céphalée post-OPL, elle ne disparaît pas au bout de 14 jours, parce qu'il faut rassurer le patient, il faut lui dire ne vous inquiétez pas, vous allez prendre un traitement antalgique, des anti-inflammatoires ou du paracétamol C pendant 3-4 jours, restez allongé en décubitus, la brèche elle va se colmater et tout va rentrer dans l'ordre. Mais si vous remarquez qu'au bout de 14 jours, la céphalée elle est toujours là, au contraire elle s'aggrave, vous examinez, vous trouvez un petit méningisme, mais pas de fièvre, vous pouvez compléter par une IRM. Et là, vous allez trouver une petite prise de contraste diffuse des méninges, mais sans plus. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, si je vois que mon patient, au bout de 14 jours, il ne répond pas, la céphalée elle est toujours là, vous pouvez faire ce qu'on appelle un blood patch, c'est-à-dire que vous allez prendre du sang autologue du patient et vous allez l'injecter au niveau de la brèche. Ça va colmater comme une petite soudure. Mais attention, ça se passe dans un bloc, comme si vous êtes en train de faire une rachianesthésie. Donc, il faut que ça soit très, très, vraiment au bloc, pas dans une salle au niveau des urgences. Donc, on arrive à la céphalée fébrile en cas de méningite. Là, le contexte, il est évident. Donc, c'est un début brutal. Rapide. Vous avez la fièvre, elle va vous aider. Le patient, il est là, il est là, il est devant vous, il est allongé, il a ce qu'on appelle allongé en chien de fusil, c'est-à-dire que son corps, il va décrire comme un S. Il a des troubles du comportement, il est agité, il vomit, il a une photophobie, vous-même, vous allez le remarquer dans la salle d'examen. Et quand vous passez à votre examen, la première des choses, céphalée, vomissement, photophobie, fièvre, je dois éliminer un syndrome méningé et vous allez tomber sur la raideur de la nuque. Là, le diagnostic est facile. Je fais une ponction lombaire en urgence et si je vois que mon liquide il est trouble, donc là, je lance l'antibiothérapie. Donc, je n'attends pas. Je passe à la céphalée du sujet âgé. On en a parlé tout à l'heure. On a dit que l'idéal serait de faire l'interrogatoire avec un membre de sa famille qui vit avec lui ou bien une personne qui le connaît très bien. Donc, la céphalée du sujet âgé, la plus urgente, la céphalée secondaire, c'est l'artérie de Horton, donc l'inflammation de l'artère. Et c'est pas tous les... Donc, il faut que ce soit un sujet dans l'âge qui soit âgé de 60 ans et plus. Hein. Donc, ce patient-là, quand vous allez faire l'interrogatoire, vous allez lui demander pourquoi il a consulté. Il va vous dire que je me sens faible, j'ai une faiblesse généralisée. Vous le voyez déjà, il est altéré, il est fatigué. Il va vous dire qu'il a une douleur insomniante qui ne laisse pas dormir. Il a perdu du poids, qu'il a des douleurs quand il mâche ou bien quand il avale, une douleur là au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Aussi, il va vous dire qu'au niveau du cuir chevelu, quand il essaie de se peigner et il sent une douleur. Tout ça, il y a l'âge, plus de 60 ans, il y a l'altération d'état général, il y a la douleur de l'articulation temporomandibulaire, il y a l'hyperesthésie du cuir chevelu. Normalement, tout ça devrait vous orienter vers l'artérite temporale de Horton. Qu'est-ce que je fais? La première des choses, j'examine et là, je vais voir l'artère temporale. Je dois la palper et voir si elle n'est pas indurée, comme on la voit ici. Vous remarquez très bien, elle est indurée, elle n'est pas battante et surtout, quand vous palpez, elle est douloureuse.
Qu'est-ce que je fais? C'est simple avec quand vous suspectez. Vous avez tous les éléments et vous avez palpé. Il y a comme un cordon de l'artère temporale. C'est ma VS. C'est un examen vraiment banal, disponible, qu'on peut demander rapidement et je peux faire mon diagnostic rapidement, traiter, soulager mon malade et j'ai fait un diagnostic. Je demande une VS, une biopsie de l'artère temporale. La VS, elle va revenir rapidement, elle est accélérée. La biopsie de l'artère temporale, vous pouvez la lancer. Tout le monde peut la faire. L'ophtalmo, le généraliste, tout le monde peut la faire. L'accès est facile. Je recherche ces cellules qui sont multinucléées, qui sont géantes. Mais vous allez me dire, moi, je ne peux pas faire la biopsie de l'artère temporale, qui va la lire? Vous ne pouvez pas la faire. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous êtes clinicien. La clinique et l'AVS, ça me suffit pour faire le diagnostic. Vous avez un syndrome clinique inflammatoire et biologique. L'urgence, c'est le traitement. Je dois absolument traiter mon patient par des corticoïdes parce qu'il y a un risque de cécité définitive. Ça se passe, le patient risque de devenir aveugle parce que ça se passe au niveau des artères, ça se passe surtout au niveau de l'artère de la rétine. Il y a les phénomènes ischémiques dont le patient peut devenir aveugle si je ne traite pas rapidement cette inflammation clinique et biologique. Là, on arrive, on a fini avec les céphalées secondaires qui peuvent atterrir au niveau des urgences et là, vous êtes obligé de les définir, de les étiqueter et aussi de les traiter. Donc, on arrive à la migraine. Vous allez me dire, mais la migraine, c'est une céphalée primaire. Pourquoi on en parle dans cette présentation? Pourquoi j'en parle? Parce que vous pouvez, le patient peut ne pas être connu migraineux, donc il peut faire son premier accès migraineux. Et vous savez que la migraine, la douleur, elle est pénible. Donc, il va venir vous voir au niveau des urgences. Sinon, c'est aussi un patient qui est connu migraineux, mais cette fois-ci, il a fait un accès migraineux assez sévère, donc il va consulter. Et il peut s'agir aussi d'un... il a fait tellement... c'était tellement douloureux qu'il est tombé dans l'excès des médicaments et il a fait ce qu'on appelle les céphalées d'induction. Il a induit la céphalée et il était obligé de venir vous voir pour le soulager. Vous voyez très bien que la migraine, vous la connaissez, le diagnostic de la migraine, c'est une céphalée primaire, que la céphalée, elle est alternante, c'est une hémicranie qui s'accompagne d'une photophonophobie, c'est une céphalée qui apparaît à l'effort ou à l'exercice physique, qui dure jusqu'à 72 heures. L'accès, il finit, donc la fin de l'accès est marquée par des vomissements et le malade, il est soulagé, il va dormir, marquant la fin de l'accès. Donc, quand vous prenez très bien la migraine en charge, donc traitement de l'accès, et si les accès sont multiples, donc quand le patient est mis sous un traitement de fond, il y a très peu de chances que ce patient-là va atterrir au niveau des urgences avec son accès. Un accès migraineux, ou ce qu'on appelle la crise de migraine, qui fait que le patient vient vous voir parce qu'il demande de l'aide, il demande qu'il soit soulagé de cette douleur qui est pénible. Donc, c'est une hémicranie. Il a une photophobie, une phonophobie. C'est une douleur qui est comme ça, pulsatile, qui peut durer 3 à 4 heures et c'est soulagé par des vomissements. Heureusement, l'accès est limité dans le temps et le patient peut faire plusieurs accès. Donc, comme je viens de le dire, si c'est un contexte clinique ancien, il est connu migraineux, donc le diagnostic est facile, c'est un accès de migraine, donc je vais le soulager rapidement et je vais essayer de savoir s'il est sous traitement de fond ou pas pour savoir l'orienter. Si c'est la première crise de migraine, il n'est pas connu migraineux, ça reste un diagnostic d'élimination. Donc, il y a des choses à faire. Vous connaissez tous la migraine. Il y a une migraine simple, il y a une migraine accompagnée, donc accompagnée par des auras. Vous connaissez l'aura migraineuse. Donc, c'est un trouble neurologique focal qui va durer généralement entre 5 à 20 minutes, 25 minutes maximum, parfois, en tout cas moins d'une heure. Donc, l'aura, elle peut précéder la céphalée, comme elle peut l'accompagner. Vous savez très bien, je ne vous apprends rien qu'il y a différents types d'aura, visuels, sensitifs et aphasiques. Comme vous voyez ici sur l'image, l'aura visuelle,
Vous avez comme des zigzags, des points lumineux qui s'installent dans un coin de l'œil, du champ visuel, et puis ça va envahir tout le champ visuel, puis ça va, comme, comme, ça va disparaître, il va être disséqué, cette image en zigzag coloré va disparaître au bout de 20 minutes. Pourquoi je parle de l'aura? Parce que certains patients peuvent commencer son premier accès par l'aura. Et l'aura, c'est stressant pour un patient. Et aussi, pourquoi je parle de l'aura? Toutes les migraines qui commencent par des auras, il faut explorer, il faut faire une imagerie. Parce que ça peut être des malformations. À titre d'exemple ici, ça peut être une malformation, une MAV, une artério-veineuse occipitale. Comme vous voyez ici sur l'imagerie, elle est très visible en paquet ici. Donc là, la cause de cette aura pseudo-migraineuse, on va dire, il y a une MAV qu'il faut traiter et orienter le patient en neurochirurgie. Maintenant, le patient, il est là, il fait sa première crise. Quels sont les examens complémentaires que je vais faire? Une céphalée typique sans aura, le diagnostic est clinique. Ce n'est pas la peine de demander une imagerie. Ça serait abusif. Je demanderai une imagerie si c'est sa première crise avec aura. Et le patient, il me dit qu'il n'a jamais présenté de migraine, ou bien il est migraineux, mais cette fois-ci, les caractéristiques de la céphalée ont changé. Donc, ça devient une céphalée inhabituelle. Elle a changé de caractère. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais demander? Je demanderai un scanner cérébral. Si je suspecte, si le caractère il a changé, c'est une céphalée qui est tenace, par exemple en coup de tonnerre, peut-être qu'il est en train, il a le droit de faire une hémorragie méningée. Il a le droit de faire une méningite, donc je ferai une ponction lombaire. Idéalement, je ferai une IRM si c'est disponible, mais restant avec les moyens qu'on peut avoir au niveau des urgences. Un scanner peut suffire. Par contre, les autres examens complémentaires, comme un EEG ou un bilan biologique, ils ont vraiment très peu d'intérêt, donc on n'en aura pas besoin. Comment je vais traiter ce patient qui est là aux urgences, qui ne demande que de l'aide? Donc, bien évidemment, je donnerai des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça marche très bien. Je peux donner également des triptans, donc des vasoconstricteurs très puissants. Donc, au niveau des urgences, si le patient il vomit, donc je donnerai du sumatriptan subcutané. S'il ne vomit pas, donc je lui conseillerais, quand il aura son accès une autre fois, de prendre, et si pas de vomission bien évidemment, de prendre par voie orale en comprimé. S'il est stressé, s'il vomit, je peux placer une petite perfusion et donner un antiémétique, je peux donner même un anxiolytique pour pouvoir le calmer. J'ai dit tout à l'heure que le patient peut venir au niveau des urgences avec un accès de migraine. Et pourquoi? Parce qu'il va vous dire, je n'ai pas arrêté de prendre mon traitement et ça ne donne rien. Donc, il est tombé dans ce qu'on appelle les céphalées par abus médicamenteux. C'est aussi une céphalée secondaire chez un migraineux qui va prendre de façon excessive les antalgiques et ça va conduire, c'est la prise de ces médicaments-là qui vont induire l'apparition de la céphalée. Il va y avoir comme un entretien, elle va devenir quotidienne, donc elle va passer à la chronicité. Là, vous devez absolument hospitaliser votre patient pour un sevrage. Vous ne pouvez pas le laisser rentrer chez lui. Il faut placer une voie parentérale, donner un antidépresseur tricyclique comme le Laroxy, l'amitriptyline. Et s'il va présenter un accès douloureux pendant son hospitalisation, une courte hospitalisation bien évidemment, vous pouvez donner juste des anti-inflammatoires non stéroïdales, des INS. On passe maintenant aux céphalées secondaires, mais de cause générale, vous les connaissez tous, par exemple l'encéphalopathie hypertensive. Tous les patients rapportent qu'il s'agit d'une céphalée brutale, ils peuvent même vous rapporter la vision double, ça peut aller même aux convulsions et même aux pertes, aux troubles de la conscience, mais vous avez à l'interrogatoire des éléments qui peuvent vous aider pour le diagnostic, un contexte d'hypertension intracrânienne ou bien un antécédent d'éclampsie. Là, vous faites en urgence un scanner cérébral, surtout si vous avez pris votre tension et qu'elle est très élevée. On a dit que vous suspectez une hémorragie. Il a fait une encéphalopathie hypertensive, donc vous n'injectez pas pour pouvoir mettre en évidence cette hémorragie éventuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle les céphalées secondaires, la céphalée des spécialistes, des ORL et des ophtalmos.
une sinusite peut donner une céphalée secondaire, qu'elle soit au niveau des sinus maxillaires ou ethmoïdales. C'est une céphalée qui augmente, il va vous le dire, hein, quand je me penche en avant pour faire ma prière, c'est une céphalée qui augmente en position penchée en avant. Et quand vous faites une pression au niveau des régions sinusiennes, vous allez remarquer que la douleur, elle augmente d'intensité. Si c'est une céphalée ethmoïdale, vous allez voir qu'il y a un œdème autour de la paupière et le malade, il a de la fièvre. Là, si vous demandez un scanner, vous allez tomber sur un diagnostic, vous allez confirmer la sinusite et vous traiter. Ça peut être aussi une origine ophtalmologique quand il y a l'angle iridocornéen qui est fermé. Donc, il va y avoir de la pression oculaire augmentée. Le patient va venir dans le cas de l'urgence avec un œil rouge douloureux. Il rapporte une baisse d'acuité visuelle. C'est une urgence ophtalmologique, c'est un glaucome aigu. Donc, il faut confier ce patient-là aux urgences d'ophtalmologie. Maintenant, je vais vous parler des céphalées qui sont assez rares, heureusement. Vous en avez certainement déjà entendu parler, des algies faciales, type algie vasculaire de la face, le SUNCT, etc. J'ai dit heureusement, elles sont rares, comme vous voyez sur la photo. Le patient vous dit, j'ai l'impression qu'on m'arrache l'œil. C'est une douleur atroce. Pourquoi elles sont atroces? Donc, ce sont des douleurs qui vont impliquer le système trigéminal, donc impliquer le nerf trigéminaux, surtout dans sa branche ophtalmique, le 5.1. Et dans cette partie-là, dans ce territoire-là, il va y avoir des signes du système nerveux autonome, qu'on verra après. Elles sont idiopathiques pour la plupart d'entre elles, mais les formes secondaires qui peuvent simuler ces algies faciales existent, on verra ça plus tard, rapidement. Et le diagnostic est facile parce que la clinique, elle est la même, elle est stéréotypée. Le patient, sur le plan clinique, vous allez voir l'hémicranie, elle est surtout fronto-orbito-temporale. La douleur, elle est extrême, elle est atroce, il va vous dire même qu'elle est presque suicidaire. La durée, elle est très courte, de quelques secondes à quelques minutes, et vous avez des signes d'atteinte du système nerveux autonome, la rougeur conjonctivale, le larmoiement, la rhinorrhée, toujours du même côté. Il peut faire plusieurs crises par jour et elle évolue par période. Donc, il y a des périodes d'accalmie et des périodes où l'algie, elle va se manifester. Un type de ces algies idiopathiques, vous en avez certainement parlé, de l'hémicranie continue. La céphalée, elle est unilatérale. Elle peut continuer toute la journée. Alors, imaginez un peu toute la journée avec cette algie. Ça peut même s'étendre à une semaine. Ce qui est dans cette hémicranie, heureusement, les signes autonomes du système nerveux autonome sont rares. Et elle est très sensible à l'indométacine. Donc, si vous avez tous les critères, mettez ce patient sous indométacine, il va répondre au traitement. Il y a l'autre entité, je suis sûre que vous la connaissez, le SUNCT syndrome, c'est-à-dire que c'est un patient qui va présenter un tableau d'algie faciale, mais la douleur, elle est vraiment très intense, déchirante, avec une injection conjonctivale. Mais là, alors, il va faire des douleurs périorbitaires de 30 secondes à 1 minute. C'est très bref. Mais il fait 30 accès par heure. Alors, imaginez un peu combien d'accès par jour avec l'atteinte du système nerveux autonome. Et ces patients-là, ils ont également d'autres troubles dysautonomiques. Il va faire des bradycardies pendant l'accès, précédés par de l'hypertension artérielle. Donc, c'est vraiment très, très pénible et très sévère comme trouble. Heureusement, c'est rare. L'autre algie faciale, vous la connaissez également, l'algie vasculaire de la face. Donc, le patient peut venir dans le cas de l'urgence pour cette algie faciale. Là également, la douleur, elle est sévère. Pour cette raison-là, il va consulter, vous voir aux urgences. Elle est orbitaire, supra-orbitaire au niveau de la région temporale. Celle-là, elle dure un peu plus longtemps que le SUNCT, 15 minutes à 3 heures, en absence de traitement. Et vous avez aussi tout le cortège de l'atteinte dysautonomique, mais comme vous remarquez sur la photo, il y a également un œdème périorbitaire. Le patient, il a tellement mal, il est agité, il fait les 100 pas et il peut faire 1 à 8 crises par jour. Donc, c'est aussi assez sévère. J'ai dit qu'il y a certaines algies qui peuvent simuler l'algie vasculaire de la face, un SUNCT. C'est ce qu'on appelle les algies secondaires.
Mais c'est à vous de déterminer tout ça par un bon interrogatoire, si un ossement de traumatisme, si c'est un patient qui est déjà suivi pour un adénome hypophysaire, si c'est une femme au postpartum, parce que la thrombose veineuse, l'adénome hypophysaire, les dissections des artères cervicales peuvent donner un tableau d'algie vasculaire. Pour le SONCT, soyez très vigilants. D'ailleurs, pour toutes les algies faciales secondaires, demander une imagerie, une IRM cérébrale, elle est justifiée. Il faut la demander pour éliminer une pathologie intracrânienne. Comment je vais traiter ces algies faciales dont la douleur est tenace et elle est très, très sévère? Le patient doit être mis sous oxygène, donc à peu près 9 litres pendant 20 minutes à 1 heure. Et aussi, vous pouvez jouer sur le sumatriptan. Là, il vomit. On a dit qu'il vomissait, donc pas la peine de donner par voie orale, ça ne va pas marcher. Donnez surtout en subcutané. Vous pouvez aller jusqu'à 3 injections par 24 heures. Entre-temps, vous donnez un traitement de fond, l'indométacine, et aussi, ces patients-là qui présentent les algies faciales, vous devez les orienter en consultation spécialisée de céphalée chez un neurologue. Il y a aussi la névralgie du trijumeau, vous la connaissez. Donc, c'est une douleur qui apparaît rapidement, qui est provoquée par la mastication, le fait de se racher, de mâcher. Donc, il y a ce qu'on appelle une zone qui déclenche la douleur, une zone gâchette, et ça atteint un territoire sur le trajet du nerf sensitif avec les trois branches, l'ophtalmique, maxillaire supérieur et maxillaire inférieur. La douleur peut se regrouper en salve et le malade, tellement il a mal à chaque fois qu'il mâche, qu'il ouvre un peu la bouche, qu'il peut toucher même la joue avec sa langue, ça déclenche la douleur. Et là, ça peut même devenir handicapant, il ne pourra plus manger. Donc, chez le sujet âgé, il ne faut pas s'inquiéter, surtout si c'est l'examen neurologique est tout à fait normal. Par contre, un sujet jeune, s'il me fait un tableau de névralgie du trijumeau, et surtout si l'examen neurologique est anormal, je trouve des signes de focalisation et surtout je fais la sensibilité de la face, surtout au niveau des territoires, les 3 branches du trijumeau, je trouve qu'il y a une hypoesthésie comparativement au côté sain. Là, je dois faire une angio-IRM. C'est peut-être un conflit entre le nerf et les vaisseaux, donc un conflit vasculo-nerveux, et ça peut se voir aussi dans la sclérose en plaques aussi, ça peut donner un tableau de trijumeau, même si c'est rare. Ça, c'est juste pour une information. Donc là, comme je viens de le dire, dans les formes secondaires uniquement, je fais une angio-IRM. Et ici, il n'y a pas de traitement de la crise quand la maladie va venir vous voir. Donc, vous pouvez le mettre sur un traitement de fond et vous le revoyez pour voir s'il y a lieu d'augmenter les doses ou pas. Vous avez le choix. Généralement, nous, on travaille avec la carbamazépine, le Tegretol. Ça marche très bien. On peut aller jusqu'à 6 comprimés. À défaut, donc s'il y a une allergie ou bien s'il y a des troubles du rythme, n'oubliez pas de faire un ECG avant de lancer votre carbamazépine à la recherche des troubles du rythme. Vous pouvez le mettre sous la motrégie. Là aussi, attention aux allergies, c'est un terrain allergique. Sinon, vous pouvez jouer avec la gabapentine, le Neurontin, c'est un antiépileptique. Ça donne également de bons résultats. Donc, vous avez quand même le choix pour le traitement. On arrive à la fin, la dernière céphalée, c'est la céphalée de tension. Donc, quand on dit céphalée de tension, alors certains, le malade, il vous dit non, je n'ai pas une tension artérielle élevée. La tension, c'est-à-dire qu'il y a une pression. Ça sous-entend qu'il y a une tension au niveau des muscles de la région péricrânienne, peut-être même une tension mentale, morale. Alors, cette céphalée de tension, elle touche et les femmes et les hommes. Et comme vous voyez, ça peut durer 30 minutes comme ça peut rester 7 jours. Donc, le patient, si ça reste 7 jours, il y a de fortes chances qu'il va venir vous consulter au niveau des urgences. Mais cette céphalée, elle est continue, elle est bilatérale. Il va vous dire que j'ai l'impression que ma tête, elle est serrée, elle est en étau, mais elle n'est pas pulsatile comme la migraine. Il va vous dire elle est soit en bandeau, soit il y a quelque chose qui me serre au niveau de la nuque. Et c'est une céphalée, à la différence de la migraine, elle n'est pas aggravée par l'effort ou l'exercice physique, c'est surtout le stress. Et le stress qui déclenche cette céphalée. Vous faites votre examen neurologique, c'est primordial, vous faites le Fondé, tout est normal. Vous voyez déjà qu'il y a cette tension au niveau des muscles. Traitez votre patient par des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça marche.
Si vous voyez qu'il y a un fond anxieux, donnez un antidépresseur tricyclique type amitriptyline. Vous pouvez aller entre 5 à 10 gouttes, même à 15 gouttes. Ça marche très bien. Donc, pour conclure, une céphalée aiguë récente, aiguë, ou bien elle est récente mais qui progresse avec le temps, c'est une urgence diagnostique. Donc, vous devez éliminer une urgence neurologique. Vous avez la clé. Un interrogatoire va vous guider à 90% des cas vers un diagnostic positif. Et vous allez compléter par un bon examen, et surtout le congrès. Vous allez cibler la chose en fonction de la plainte du patient et toujours, vous allez adapter vos examens complémentaires. Ne restez pas standard. Il y a des examens adaptés pour chaque type de céphalée. Il faut toujours avoir à l'esprit la première cause de céphalée secondaire à éliminer, l'hémorragie ménagée. Pensez également aux hématomes, l'hématome sous-dural, notamment chez le sujet âgé qui fait des chutes fréquentes et il n'en parle pas à ses parents, la dissection des artères cervicales, la thrombose veineuse cérébrale, l'orthol, la méningite. Donc, toutes ces pathologies, vous devez les avoir en tête. Donc, il ne faut pas méconnaître une céphalée symptomatique. Une céphalée par abus médicamenteux, il faut l'identifier et faire sevrer votre patient. Et il faut adapter la douleur. Son traitement, il est adapté en fonction de l'étiologie. Chaque étiologie, je donne un traitement bien adapté. Et bien évidemment, pour les algies faciales, il vaut mieux confier le patient à un spécialiste, à un neurologue. Et je vous invite à voir la classification internationale des céphalées, la 3e édition, d'après la Société internationale des céphalées. Là, ça englobe, vous avez un référentiel sémiologique, vous avez les orientations diagnostiques et tous les types de céphalées sont bien décrits avec les critères diagnostiques. Ça serait bien de l'avoir avec vous, à côté de vous, ou bien de feuilleter le livre quand vous avez un peu de temps. Voilà, et je vous remercie. Merci, professeur. Sincèrement, c'était très bénéfique. Je pense qu'on va passer aux questions. S'il vous plaît, on ne va pas allumer le micro pour la simple et unique raison qu'il y aura beaucoup de chahuts et que personne n'entendra ni les questions ni les réponses. Je vais vous demander de noter vos questions. Nous allons essayer de voir les 2 premières questions qui sont là sur le chat. Alors, la première question, c'est la posologie de la corticothérapie dans la maladie de Horton. Vous donnez en fonction du poids. Hein. Vous donnez en fonction du poids. Ça dépend en milligrammes kilo pendant 1 mois. Et puis, vous faites votre contrôle, votre examen, enfin, le contrôle de votre VS. Et c'est en fonction de la VS, elle est toujours accélérée. Et donc, soit vous augmentez, soit vous réduisez comment dirais-je, les traitements. Mais pendant 1 mois au moins pour vérifier est-ce que c'est sensible, parce que la VS, elle décroche un peu. Bien évidemment, avec les adjuvants, hein, ça, sans le préciser. Et puis, même la sinusite frontale peut donner des céphalées, effectivement. Oui, oui. Vous avez là une douleur là, en frontale. Il va vous la décrire. Il va vous dire, quand je me penche en avant, j'ai très mal. Quand je fais ma prière, j'ai très mal. Quand je me baisse, je me penche en avant pour ramasser un objet, j'ai très mal. Alors, chez l'enfant, oui. L'enfant, c'est un peu différent. L'enfant, il ne va pas vous dire, j'ai une douleur, une hémicranie alternante. Il ne va pas vous dire, l'enfant, il va vomir, il aura mal au ventre. Donc, il aura mal au ventre, mais comme c'est, entre guillemets, familial, il y a la maman, le papa ou le grand-père qui est migraineux, et puis vous voyez que c'est des accès. Et puis, généralement, l'enfant, le sommeil fait disparaître la crise migraineuse. Donc, chez l'enfant, on donne juste des antalgiques, des anti-inflammatoires. Généralement, ce que je donne des anti-inflammatoires en suppositoire. Ça marche très bien pendant l'accès. C'est un patient que je ne perds pas de vue, donc je le vois en consultation. Mais si je vois que vraiment ça persiste, que ça devient vraiment très gênant, c'est très rare. Hein. Là, je discuterai éventuellement, je dis bien éventuellement, en fonction du profil. Si je peux donner quelques gouttes, si je le vois très stressé, ça le dérange pendant sa scolarité, je peux donner quelques gouttes, 2 à 3 gouttes de l'amitriptyline. Sinon, je peux même passer à 1/4 de comprimé, mais là, après avoir pris l'avis chez le cardio, d'un bêta-bloquant. Mais c'est très rare. Hein.
Généralement avec juste un petit anti-inflammatoire en suppos, un antalgique et un bon sommeil et aussi rassurer le petit, ça rentre dans l'ordre. J'aurais aimé, professeur, qu'il y ait un cas clinique qui nous permet de récapituler et je vous en avais parlé la dernière fois. S'il y avait un cas clinique, ça nous aurait beaucoup aidé dans la participation des... On est dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Il ne faut pas oublier ça. En plus, la matinée. Oui. Vraiment, parce qu'il y a un manque de questions. Je ne sais pas, moi. Je vais commencer par la base. Aïe, bismillah. Alors, il y a une question. Il y a une question. Il y a deux questions. Allez-y. Je vous les dis ou vous les voyez? Voilà, j'essaie de faire défiler. Je crois que j'ai répondu à la sinusite chez l'enfant. Pour le céphalon de tension, les céphalées de tension. Je ne la vois pas, une patiente migraineuse qui présente des céphalées. Voilà. Céphalées de tension, est-ce qu'il y a autre traitement que les AINES? Je prends beaucoup et paracétamol est inefficace. Oui, oui. Parfois, quand j'ai dit, ça donne de très, très bonnes réponses sous amitriptyline. De très, très bonnes réponses. Donc, soit, d'abord, il faut commencer par la solution, donc en gouttes. Donc, vous prenez 5 gouttes, vous voyez s'il n'y a pas d'effet secondaire, séchage de la bouche, si le matin vous n'êtes pas un petit peu lourde, et si ça persiste, vous passez 8, 10, 15 gouttes. Sinon, si vous supportez bien, vous pouvez carrément prendre un comprimé à 25 mg. Donc, ce que moi, je conseille à mes patients de prendre pendant un mois, je les revois pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, si ça va, si tout rentre dans l'ordre, si les céphalées elles sont d'intensité moindre, là, je commence à dégraisser les doses. Et puis, je leur donne toujours un tout petit flacon. Je leur dis, en cas où vous êtes surmené, que la céphalée, elle réapparaît, ce jour-là, prenez quelques gouttes. C'est ce que je fais généralement. Nous avons chez une patiente migraineuse qui se présente avec des céphalées inhabituelles, rebelles aux antalgiques, avec un pic de tension artérielle non connu, hypertendu. On pense à quoi? Elle fait un pic sur le moment. Donc là, l'état de conscience, elle est comment? Elle fait juste des céphalées inhabituelles. Donc, je fais mon examen neurologique, je vois l'état des vigilances, mais là, si j'ai des signes de localisation, j'ai dit l'examen neurologique est très important. Si j'ai des signes de localisation, je pousse les examens, je fais une TDM à la recherche d'une hémorragie. Si mon examen neurologique est tout à fait normal, il y a juste le pic hypertensif, je la mets dans la salle d'observation du jour, j'essaye de faire réduire les chiffres tensionnels et je vois l'évolution de ma céphalée. Je la reconvoque le lendemain. Si tout rentre dans l'ordre, je la confie à un cardiologue pour la prise en charge de cette tension artérielle, on va dire le pic d'hier, et puis c'est tout. Mais c'est toujours l'examen neurologique qui va vous aider. Si vous n'avez pas des signes de localisation, donc pas la peine. Si l'examen neurologique est normal, donc rassurez la patiente. D'accord? Donc mettez-la sous antalgique et aussi faites baisser votre tension artérielle et revoyez la patiente 24 heures après. Parce que les choses peuvent changer en 24 heures, où vous allez refaire également votre examen neurologique qui était normal avant-hier, qui était normal la veille. S'il persiste, il est toujours normal, tant mieux pour la patiente et surtout remarquez l'état de vigilance de la patiente. Donc, on ne peut pas prendre du Laroxine en continu. Non, vous pouvez prendre de Laroxine en continu, il n'y a pas de dépendance. J'ai dit que vous pouvez le prendre pendant 3, 6 mois, une année, il n'y a pas de souci. Mais certains patients refusent de prendre un traitement au long cours. Donc moi, en fonction du profil et en fonction des effets secondaires, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je fais sur le terrain. C'est à vous de voir, mais ce n'est pas contre-indiqué de donner du Laoxil pendant 3, 6 mois, une année. Il n'y a pas la dépendance, n'ayez crainte. Deux méningions fronto-croisants installent, il y aura les continuer. Donc là, vous avez deux méningions frontaux. Donc là, à mon avis, est-ce que vous avez demandé un avis en neurochirurgie? Est-ce que ce sont des méningiomes? Ça dépend du volume. S'ils sont calcifiés, donc c'est ancien, ils ne vont pas encore prendre du volume. Mais là, il y a deux, ils sont au niveau de la région frontale. Donc, je suppose que la céphalée, elle est en rapport.
l'idéal serait de confier le patient à votre chirurgien. C'est deux méningiomes, c'est pas un. Donc, confiez-le à un spécialiste. Le traitement de fond de la migraine. Oui, le traitement de fond de la migraine. Alors, vous pouvez ne pas le proposer, mais si vous voyez que votre patient, il fait beaucoup d'accès, plus de 3 accès par mois, que ça retentit, parce que, attention, quand ça retentit sur le travail, quand il y a beaucoup d'absentéisme, que ce soit l'enfant, il ne va pas à l'école, que ce soit la personne qui travaille, donc là, ça va retentir et sur le travail et aussi sur la vie, donc vie professionnelle et vie personnelle de la personne, parce que pendant 3 jours, elle est là dans son coin, elle vomit, elle a mal à la tête. Là, le traitement de fond s'impose. Et comme je viens de le dire, donc vous donnez, généralement, on donne les bêta-bloquants. Hein. On donne des bêta-bloquants, ça marche très bien. Et aussi, parfois, vous pouvez associer à quelques gouttes de Laroxy. Voilà, qu'en est-il? Oui, ben justement, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai de l'ibuprofène. Donc, on vous donnait pendant la crise, on conseille aux patients de prendre de l'ibuprofène. On lui conseille de prendre 400 mg d'ibuprofène, sinon le naproxène disodique 500 mg. Et il doit respecter quand même un délai entre les prises et il ne faut pas qu'il dépasse 15 jours par mois. Sinon, on va tomber dans l'abus médicamenteux. Et l'abus médicamenteux, c'est-à-dire que là, je vais entretenir ma céphalée. Au lieu de m'en débarrasser, je vais l'induire, l'entretenir et elle va devenir quotidienne. Le rôle de l'EEG, j'ai dit que l'EEG n'a aucun rôle dans tout ça. Sauf, j'ai bien insisté, quand il y a des troubles de la vigilance, là, je peux demander un EEG. Pourquoi pas? J'ai le droit. Je vais voir s'il n'y a pas un rythme ralenti, s'il me fait des crises d'épilepsie. Je vois s'il n'y a pas des décharges épileptiques de façon paroxystique. Oui, mais retenez en général, il est peu contributif. Est-ce que vous pouvez donner le Non, la diapo, je l'ai partagée normalement. Pas encore. Je vais la partager, la diapo, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une question sur j'ai une migraine qui est causée par le froid? Est-ce possible? J'ai une migraine qui est causée par le froid. Est-ce possible? Oui, bien sûr, oui. Ça a été décrit, mais c'est pas méchant. Ça rentre dans le cadre des céphalées en rapport avec l'altitude, le froid. Quand vous prenez par exemple, qui d'entre nous, enfin certains qui ont une hypersensibilité de la gencive, ils prennent une glace et puis hop, il y a la céphalée qui se déclenche. Oui, c'est possible, oui. Le traitement Migrex est suffisant pour traiter une migraine? Normalement, oui. Normalement, c'est suffisant quand il est bien pris, convenablement, en respectant les doses et l'espace. Oui. Excusez-moi, je suis en train de partager voilà, le résumé. Ah, très bien. Voilà. Normalement, c'est lancé. Je peux vérifier s'il te plaît. Ça s'ouvre, hein, voilà. Donc, je suis en train de partager le résumé. Je vais vous laisser mon mail. S'il y a des questions, on peut rester en contact, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter. Je laisserai mon mail de toutes les manières. Une colopathie peut déclencher une migraine. Est-ce qu'une colopathie peut déclencher une migraine? Je vois pas de colopathie déclenchant une migraine. Je dirais plutôt un repas copieux. Alors, le soir, par exemple, au lieu de manger une petite salade, une petite soupe, je mangerais vraiment un plat copieux, du couscous, ou bien des pâtes, un bon plat de spaghettis, où là, je prends beaucoup de chocolat. Là, ça peut, oui, mais une colopathie, je ne pense pas, non. Bon, voilà. Moi, je vais vous poser une question qui va paraître un peu bête, mais elle est basique. Oui. Je suis en consultation. Je suis médecin généraliste, je suis en consultation. Je suis aux urgences, je suis de garde. J'ai des patients dehors. Il y a des cas de maux de tête. On ne va pas dire céphalée, je suis dehors. Je suis un infirmier, un agent. Premièrement, quel choix? Les questions que je vais vous poser parce que nos médecins auront le devoir de discuter avec l'agent ou avec l'infirmier pour leur dire, vous me faites rentrer tel ou tel patient en premier.
ce qu'on appellera le tri qui ne se fait pas chez nous. Oui. Alors, nous avons quel type de migraine à premier abord, avec des signes qui sont très apparents, où je sais que ça va être difficile, mais j'aimerais bien qu'on essaye d'aborder ça, de faire entrer le premier patient. Une fois que je l'ai, ce patient, et qu'il rentre chez moi, quelle est la première des choses, après l'interrogatoire bien sûr, et un examen clinique, quelle est la première des choses, la première question ou le premier réflexe que j'aurai? Ça, c'est ma deuxième question. C'est parce que c'est deux éléments importants qui nous permettent de bien avancer. La première question à poser déjà, quand je vois le patient entrer dans le box, je vois est-ce qu'il s'agit d'un sujet jeune ou d'un sujet vieux. Comme ça, je m'oriente. Un sujet de moins de 50 ans, donc là, je suis dans les céphalées secondaires. Je le vois à l'état du patient déjà. Si je vois que c'est un patient qui a très mal, quand on a mal, ça se voit sur le visage. Quand je le vois comme ça tenir sa tête, là, c'est vraiment intense. Donc, il y a là, j'ai aussi la première des choses que je demande, comment s'est installée la céphalée. C'est important, un début brutal, là, je dois faire très vite. Voilà, la première des questions. Le début, comment ça a été, et en ce moment même, comment elle est, cette céphalée. Une céphalée explosive, je dois aller faire très, très vite. Et quand vous venez de dire, malheureusement, chez nous, il n'y a pas le tri, mais normalement, la personne qui est de garde, elle laisse les consignes aux personnes qui sont à l'extérieur, qui font de l'ordre, entre guillemets. Un cas urgent comme un état de mal, on ne le laisse pas attendre. Également, un céphalalgique, on ne le laisse pas attendre. Voilà. Normalement, on répétera la même chose le jour de la garde pour les gens qui sont avec nous, qui assurent les urgences. Parce que Donc, ça nous permet de faire le tri, de commencer le tri sans avoir à nous rabâcher ça. On aimerait oui, bien, voilà, vous avez bien répondu à la question. Maintenant, le mot-clé qu'utilise le médecin généraliste avec son assistant qui est dehors. Brièvement. le mot-clé, Oui. l'état du patient. Comment il est son état? Vigilance, pas vigilance. Agité, pas agité. Vomissement, pas vomissement. Donc, d'abord, vigilance, agitation, vomissement vers la fin. Donc, vomissement, donc il y a des signes associés. D'accord. Merci. Pas de questions? Vous avez tous pris la communication, elle a été téléchargée? Ça y est, l'enregistrement de la diapo, on vous l'a donné. Oui, merci. Quand faut-il, je suis en train de répéter, moi je suis vive, vous avez pratiquement tout dit, mais ça c'est juste pour fixer. Où peut-on le trouver? Vous l'avez chez vous, il suffit de télécharger, c'est tout. Je peux l'avoir. Quand peut-on rappeler la question? Je vois pas d'autres questions. Désolée. Il n'y a pas d'autres questions, c'est moi qui suis en train d'inventer des questions. J'étais en train de lire, j'ai oublié, je me fais vieille, allez, c'est pas grave. Pas du tout, Madame Google, n'est pas vieille. Je ne sais pas pourquoi. Tellement Il y que a j'ai beaucoup lu de le mot choses, téléchargement. Il y a Il y beaucoup a de choses, beaucoup de donc on a choses, des cours exactement. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. C'est un sujet très, 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 très C'est vaste, les pertinent. céphalées, Ah, oui, voilà. vaste. Quand faut-il acheminer en urgence chez le neurologue? Sans perdre de temps, je vois mon patient aux urgences ou là en consultation, je ne lui donne pas de rendez-vous, je l'envoie directement. Et J'ai quand dit faut-il oui. le revoir? C'est des choses que vous avez abordées. Hein. Ah oui, justement, c'est une très bonne question, surtout la deuxième, le revoir. Parce que justement, alors, quand est-ce que je confie le patient, c'est surtout les algies faciales, c'est très spécialisé là et c'est très rare et c'est très sévère. Donc, il faut les confier au neurologue. Et ça serait bien qu'on travaille en collaboration. Le patient, parfois, ne peut pas venir en consultation régulière tous les 3 mois, ça lui fait un déplacement. Pourquoi ne pas faire participer nos confrères, travailler en collaboration? Donc, tous les 3 mois, il sera vu par mon confrère
pour voir son état, son évolution, la réponse au traitement ou pas, s'il y a des signes d'aggravation. Et puis, le patient pourra être vu une fois annuellement chez le spécialiste qui, lui, il verra s'il ne faut pas revoir la conduite à tenir, notamment thérapeutique, et s'il y a autre chose à rajouter. Et rester en contact. Surtout, c'est très facile. Maintenant, par courrier, c'est très facile. Fixer un rendez-vous, voir le patient et s'échanger les données médicales facilement. Mais c'est surtout les algies faciales qu'il faut confier au neurologue. Sinon, le reste, ça peut être pris en charge le plus normalement du monde. Voilà. Question à vous poser. J'ai une question. Posez votre question. Écrivez votre question. Vous avez un problème pour écrire. Alors, là, c'est écrit certains neurologues qui donnent du Tegretol, mais je n'ai pas compris. Moi Certains neurologues? Peut-être que le Tegretol, quand est-ce qu'il est utilisé? Oui, nous, on utilise le Tegretol. On utilise le Tegretol, je l'ai dit, dans la névralgie du trijumeau. C'est simple, la douleur qui est déclenchée par la mastication ou le fait de toucher comme ça ma gencive ou ma langue qui touche la joue à l'intérieur, de l'intérieur, pardon. Il y a cette douleur en éclair qui est très rapide qui apparaît. Et là, on donne du Tegretol, ça marche très bien. On peut aller jusqu'à 6 comprimés de 200 mg, donc vous arrivez à 1200 mg. Et puis, bien sûr, faites un bilan cardiaque avant. Donc, surtout éliminer les troubles du rythme, les blocs de branches. Si c'est OK, lancez votre traitement, allez-y jusqu'à 6. Ça ne marche pas, vous avez le droit ça ne marche pas, ou bien certaines personnes, attention, allez commencer par des petites doses. Un demi-comprimé pendant au moins 3 à 5 jours, parce que les allergies au Tegretol, ça existe. S'il y a une allergie ou bien il y a une contre-indication, passez à la deuxième molécule. Vous avez le choix. J'ai dit, il y a la motrigine. Mais attention également, la motrigine, elle est très allergisante. Donc, allez-y. Quand on commence un traitement, on commence doucement pour aller sûrement. Ensuite, on augmente les doses. Le patient, on ne va pas le revoir. Un mois après, on le revoit. Quand on introduit quelque chose, on revoit le patient pendant une semaine, 15 jours, et puis on espace un mois, 3 mois, etc. Et vous pouvez également donner ce qu'on donne pour les neuropathies périphériques, le Neurontin, donc la gabapentin. Donc, vous avez le choix. Par contre, le Tegretol, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Ça donne de bons résultats. Parfois, on utilise les 3 thérapeutiques, ça donne rien, mais c'est très, très rare. Là, il faut voir avec les neurochirurgiens, discuter avec nos amis s'il ne faut pas aller chirurgicalement voire soulager le patient, d'autant plus s'il arrive à un stade où il n'arrive plus à manger, ça se déclenche spontanément, au moindre effleurement de la peau, il y a cette douleur en éclair qui apparaît. Est-ce que quand vous dites nous donnons, est-ce que vous parlez aussi du médecin généraliste ou uniquement des neurologues? Non, il peut donner du Tegretol. La névralgie du trijumeau, le diagnostic, il est clinique, il est très clair, il est très facile. Oui. Donc, c'est très, très, c'est faisable. J'ai dit qu'il n'y a que les algies faciales. Elles sont rares, le sphincter, l'algie vasculaire de la face. Donc, ça, oui, là, il faut vraiment les confier à un spécialiste des céphalées. D'accord. Ils vous disent le café et les migraines. Oui, ça marche. Ça marche. Où ça? Quand ça va? Oui. Ils vous parlent en même temps de Ramadan. D'ailleurs, certains patients, il n'y a pas que certaines patients, moi-même, quand je ne prends pas mon café, j'ai des céphalées, mais ça ne veut pas dire que je suis migraineuse. Mais les migraineux, effectivement, alors ils connaissent tous l'astuce. Ils commencent à prendre des médicaments, ça ne les soulage pas. Ils savent très bien qu'après avoir pris un bon café, bien serré, pas le café dilué ou allongé, ça marche, ça bloque. Ça bloque, ça va agir au niveau du contrôle central de la douleur et ça marche très bien. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, certaines patientes, quand on fait une ponction lombaire, normalement, on leur demande de rester allongé sur le ventre, même si ça n'a pas été dit dans la littérature, mais on leur demande de rester quand même allongé pendant au moins 4 heures, boire de l'eau, etc., pour éviter le syndrome post-PL. Certaines patientes, au bout d'une demi-heure, on les voit dans les couloirs. Et puis, donc, on leur conseille dans ce cas-là de prendre un bon café pour éviter justement l'effet post-PL, la céphalée post-PL. Donc, ça marche et ça stoppe tous les phénomènes inflammatoires et toute la cascade, etc. Voilà.
Qu'est-ce que vous faites devant une consultation? Je suis en consultation. J'ai une patiente qui consulte fréquemment pour des céphalées rebelles depuis sa césarienne. Quel est le rapport, Owen? Je ne sais pas, Césarienne, je pense que c'est c'est-à-dire ce qu'elle veut. Oui. Non, césarienne, elle veut dire que c'est une accouchée. Est-ce que c'est une fausse accouchée récente ou elle a accouché depuis combien de temps? Ça, c'est intéressant comme antécédent. Donc, moi, tout de suite, je saute sur cette césarienne. Et puis, est-ce que cette patiente, elle a été bien examinée? Vous dites céphalée rebelle. C'est simple, je fais un fond de deuil, hein. Là, je dois rechercher un œdème papillaire, même si mon fond de deuil est normal. Si c'est des céphalées, c'est ça l'intérêt de notre présentation. On a dit des céphalées inhabituelles qui ne répondent pas au traitement. Si elle est vraiment, vraiment gênée, j'ai atteint les doses maximales de traitement, j'ai examiné, j'ai trouvé ou je n'ai pas trouvé un œdème papillaire. Si je le trouve, moi, c'est ça, c'est simple. C'est peut-être qu'elle est en train de faire une thrombose veineuse cérébrale. J'irai jusqu'à l'angio-IRM, hein, pour affirmer ou infirmer une thrombose veineuse cérébrale. Mais il faut éclaircir la durée. Depuis Elle nous combien de temps dit que elle a c'est à cause de accouché? la péridurale. Est-ce que la péridurale a Dans ce une... cas-là, elle n'a pas précisé, voilà. Donc, c'est une péridurale. Donc, certainement, elle est en train de faire une céphalée post-PL. Ça se voit après la anesthésie ou une péridurale. Donc, puisque ça dure, j'ai dit tout à l'heure que généralement, quand on a une céphalée post-PL, on rassure le patient, on lui dit dans 3 jours, ça va commencer à entrer dans l'ordre, le maximum 14 jours. Si vous voyez au bout de 14 jours, ça ne rentre pas dans l'ordre, la céphalée elle est toujours là, il y a un petit méningisme, donc là, il faut faire attention, demander quand même une imagerie et ça peut même donner comme complication, c'est très rare, hein, les hématomes sous-duraux. Donc, faites attention. Je l'adresse en neuro. L'examen neurologique est très important. Voilà. Le Tegretol, Euh, à quelle dose pour le trijumeau? Ouais, j'ai dit que c'est des comprimés à 200 milligrammes. On commence par un demi. Donc, je donne un demi pendant 3 à 5 jours. Je vois c'est bien toléré, pas d'allergie. J'ai déjà demandé un avis en cardio. Ensuite, j'augmente par palier d'une semaine d'un demi. Donc, je passe d'un demi à un comprimé par semaine. Ensuite, à 2 comprimés. Généralement, au bout de 3 comprimés jour, donc 200 milligrammes le matin, 200 milligrammes à midi, 200 milligrammes le soir, le malade commence à sentir le bénéfice. Parfois, non. J'augmente les doses, je peux aller jusqu'à 6 comprimés jour. Donc, je donne 2 le matin, 2 à midi, 2 le soir, bien sûr avec surveillance biologique. Et si je vois qu'au bout de 3 mois, ça n'a pas de réponse à dose maximale, je peux changer de molécule, mais au bout de 3 mois, si je vois que malgré ça, il y a toujours cette névralgie, je peux demander un avis, je peux discuter le cas avec les neurochirurgiens. Bon, il y a la Galaxy M31. Vous avez de lever la main. Vous ne pouvez pas écrire votre question? Je vais vous donner le micro exceptionnellement. Ouvrez votre micro. Activez votre micro. Là, c'est une erreur de votre part. Bon, apparemment, il n'y a plus de questions. Très bien. J'espère que c'était clair. C'était très clair. J'aurais aimé juste, je le répète, un instant, un cas clinique. Ça m'aurait permis de voir exactement la captation. Oui. Et même vous. Je l'aurais fait, hein. Je l'aurais fait. On n'a pas communiqué entre nous. C'était très clair en tout cas. On n'a pas communiqué. C'est un sujet très, très fréquent. Moi, je voulais savoir. Je continue. C'est toujours moi qui pose les questions, hein, mais chez les participants apparemment. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a, comme pour la douleur, un canevas, une fiche qui classe les céphalées, le degré des céphalées? Vous savez que dans la douleur, il y a la fiche qui classe. Généralement, pour classer, il y a l'échelle analogique visuelle. Voilà. Le malade, quand il est là devant moi, pour